crache ton venin. C'est dire tout, ce que tout le monde pense, tu vois. Ça va J'attends cracher. que ça. Alors, Je suis venue pour ça. moi, tu vas cracher alors. Non, non, Donc très déjà, bien. on commence. Est-ce que tu es une Française pure souche? Oui, je crois. À moins qu'on m'ait caché des choses, mais normalement, oui. Oui. Je suis du 15e arrondissement. D'accord. Voilà, mes parents ne sont pas d'origine parisienne, mais ils étaient montés de province pour trouver du travail à Paris. Je suis née d'une fratrie de 3 enfants. 3 enfants. Je suis au milieu, la seule fille. Je commence par le tout début. Est-ce que tes parents étaient en couple? Est-ce qu'ils étaient divorcés? Alors, mes parents étaient en couple. C'était archi compliqué parce que D'accord. beaucoup de tensions, voire de violence, voire de choses très très difficiles à gérer. Pour moi en tout cas, mais je pense pour n'importe qui, mais j'avais toujours l'impression pas que c'était de ma faute, mais voilà, et je voulais évidemment sauver mes parents de ce désastre et voilà, j'ai essayé de trouver la paix, mais évidemment j'ai pas réussi. Tu te c'était voué à l'échec. sentais coupable? Oui, alors je sais pas, c'est le fait d'être une fille, le fait d'être archi nulle. Comme ça déjà maintenant tout le monde est au courant. Archi nulle? Ah oui, voilà, même Pourquoi pire tu que dis ça. archi nulle? Ah, parce que je pense qu'il n'y a pas plus boulet que moi, il n'y a pas plus entre la maladresse, le fait de rien comprendre. Alors ça a été un peu compliqué Tu parce parles que quand tu étais plus jeune, hein, tu ouais, te sentais mais même comme ça. maintenant, hein, Même maintenant, j'ai c'est pas parti. j'ai des restes. Je vais t'adresser à des professionnels. Mais en fait, si tu veux, tous les handicaps que j'ai, alors tous, il m'en reste peut-être encore à découvrir, ils n'ont jamais été verbalisés, jamais identifiés, en tout cas pas dans mon enfance. Tu peux expliquer ton handicap? Alors, dans les grandes lignes, Oui. alors j'ai un trouble de l'autisme mais qui a été détecté très très tard, qui a fait que j'ai toujours été quelqu'un d'assez isolé, un peu atypique et qui justement ne D'accord. comprenait pas du tout le fonctionnement des êtres humains en Les général. rapports humains. Et je les comprends pas forcément toujours non plus. Donc c'est pour ça que je me sentais assez différente, mais dans le mauvais sens du terme, en me disant tout le monde a l'air de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux, tout va bien, moi je comprends rien, c'est moi qui ai un problème, quoi. Tu te Et- sentais à part. alors à part, en plus j'étais une fille, j'étais dans un monde d'hommes très présent. Et une fois de plus, je suis désolée d'utiliser ce terme, mais très violent aussi, verbalement, psychologiquement, peu importe. La seule, entre guillemets, femme avec ma maman, qui était quelqu'un de très discret, très effacé, qui essayait aussi un petit peu de calmer les choses, mais c'était trop lourd à porter aussi et trop compliqué. Surtout quand on est en minorité, puis c'est pas moi qui allais l'aider. Moi, je parlais pas du tout. Alors, j'avais pas un gros trouble verbal, mais j'ai parlé excessivement tard. Tu parlais vers quel âge? Je ne veux même pas le savoir. 5, 6 ans? Alors, je pense avant 10 ans, D'accord. mais après, en fait, je suis tombée dans un mutisme qui n'était peut-être pas forcément dû à l'autisme. C'est très difficile de savoir. Mais Un mutisme lié à la violence, peut-être? peut-être aussi, justement, et à la surdité. Parce que je ne comprenais pas ce qu'on me disait, donc je ne répondais pas, puisque je ne savais pas encore lire sur les lèvres. Je ne D'accord. savais Parce pas encore que il j'étais faut sourde. préciser que tu es sourde aussi, parce que tu ne l'as pas dit. Pardon, oui. C'est Alors, important. il faut que je vous dise tout. Oui. Donc, je suis atteinte Tu craches. de surdité non opérable et non appariable. Oui. Donc, mon seul moyen de communication avec autrui, c'est la lecture labiale. D'accord. Voilà. Donc, et petite, alors ma maman était sourde, mais elle était appariable. Donc, ce qui est très curieux, on reviendra là-dessus à propos du handicap, c'est que le mot handicap n'existe pas dans ma famille. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a que des personnes qui sont atteintes de différents handicaps. Le mot maladie et le mot handicap n'existe pas, il n'est même pas utilisé. Et même maintenant, c'est-à-dire que, je précise aux auditeurs, j'ai quand même 55 ans. Ça se voit pas. C'est gentil. Mais Tu es belle comme tout, ça se voit pas. exactement. Mais en fait, même à l'heure actuelle, j'ai renoué avec mes parents depuis très peu de temps. On ne parle toujours pas de handicap. Ce mot n'existe pas. C'est tabou. Je sais, j'ai toujours sais pas pas. compris pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, je leur tends des perches, je leur dis ce que je fais, que ce soit l'association, que ce soit mes engagements, etc.
voilà, mon papa comprend pas parce qu'il a Oui. Alzheimer, qu'il est très malade, etc. Il comprend pas du tout ce que je fais. Mais On va rester pour ouais, l'instant on va sur rester l'enfance. donc sur Est-ce que l'enfance. tes enfants, est-ce que tes frères étaient atteints d'un trouble aussi Alors, particulier ou pas? non, pas particulièrement. Ah, mon petit frère avait quand même des petits problèmes qu'on a vus au moment de l'armée auditifs, mais moins que moi en tout cas. D'accord. Et donc c'est pour ça que l'isolement, entre le fait d'être toute seule, une fille, entre deux garçons, très présents, je n'osais pas parler parce que je me trouvais la plus stupide du monde. Je ne savais pas quoi dire, je ne comprenais pas les blagues, puisque les personnes qui ont un trouble autistique n'ont pas de second degré. D'accord. Donc, C'est bien de préciser ça. Donc, ouais, ils n'ont pas de second non, degré. non. C'est-à-dire qu'une blague, moi, je Tu ne trouve comprends pas ça pas le drôle. sens. D'accord. Et on peut me l'expliquer 50 fois, je la trouve pas drôle du tout, parce que D'accord. j'ai pas ça. Donc effectivement, du coup, je riais pas, je participais pas. Plus j'entendais pas, mais je le savais pas encore, parce que je l'ai détecté qu'au fur et à mesure, tu Mais vois. tu avais des émotions quand même? Tu montrais des signes émotifs? Je sais pas, parce qu'en plus j'ai été élevée dans une famille donc où, en plus de la violence, il n'y avait pas de signes affectueux. D'accord. Donc Très froide. on me touchait pas, on me Très disait pas froide. je t'aime, ou alors D'accord. par de la violence, donc c'était pas vraiment le message, je pense, qu'on voulait me faire passer. Et, et très froid, très. Enfin, ma maman, elle n'est pas du tout tactile du tout. Et c'est vrai que les personnes qui ont un trouble, paraît-il, en tout cas de l'autisme, normalement, ne sont pas très tactiles. D'accord. Sauf que moi, Ils j'en sont avais pas quand très même besoin. tactiles parce qu'ils supportent Alors pas moi, le toucher ouais, ou parce que... moi j'ai beaucoup de mal, sauf si j'aime bien les personnes. Là, elles peuvent me Ah, toucher sans problème. c'est marrant ce Quelqu'un que que tu je dis. ne connais pas, je vais faire un bond à travers la face. Et D'accord. je me sens agressée. Il y a quelqu'un qui se penche vers moi pour me dire bonjour, qui veut me faire la bise. Je saute de mon siège. C'est très compliqué quand j'ai commencé à travailler, on y reviendra, mais je ne pouvais pas serrer la main. Je travaillais dans un milieu où tout le monde s'embrassait. Et toi, tu supportais Moi, je ne pas. pouvais pas. Donc, tout le monde me disait, elle est hyper hautaine, elle fait sa crâneuse, elle Alors que parle c'est des juste autres. que tu supportes pas Alors qu'on que te juste, touche. je ne voulais pas parler aux gens, je ne voulais pas être vue, enfin, la catastrophe. Donc, moi, j'ai passé mon enfance, en fait, à me demander ce que je faisais ici. Mais tu allais quand même à l'école. Alors, j'allais à l'école. Donc, tu as commencé l'école à partir de quel âge? Alors, j'ai la maternelle, Oui. mais je me souviens que déjà ma maman avait été convoquée parce que la directrice lui a dit quelque chose, mais moi, à l'époque, j'ai pas compris quoi. Elle avait remarqué qu'il y avait un problème. Mais qu'il y avait quelque D'accord. chose. Et donc, cette directrice, qui était, en tout cas, je trouve top pour l'époque, puisque ça avait plus de 50 ans, Oui. avait préconisé de m'ouvrir à plein d'autres activités dans lesquelles je puisse m'exprimer, puisque je ne m'exprimais pas. Pour que tu t'épanouisses. Ouais, donc je faisais de la danse, j'avais été inscrite à des cours pour faire de la peinture, du dessin, etc., qui s'appelait une méthode Martenot, qui était faite pour les enfants en situation de handicap. D'accord. Mais j'y suis allée, alors moi j'étais ravie, il y avait plein d'enfants différents, etc., et moi j'ai toujours adoré la différence, mais à un moment donné, je me suis dit, je suis handicapée, tu vois, c'est ça qui Tu est te curieux dans sentais, tu te sentais normal. Alors, dans ma famille anormale, Oui, et à avec ses l'extérieur, enfants, normal. tu vois, pour le coup, qui étaient tous handicapés, ben moi je me trouvais archi normale, Tu te comme eux, sentais à l'aise. mais hyper à l'aise en tout cas. Alors je parlais pas, mais en tout cas voilà, j'ai fait de la peinture jusque très très tard, puisqu'après j'ai fait l'école du Louvre, enfin j'ai fait pas mal de trucs. Je faisais donc de la danse, j'ai fait des claquettes, j'ai fait le conservatoire, je jouais encore un petit peu très mal, mais du saxophone parce que j'adorais le jazz. Enfin, D'accord. Alors en fait, il y avait tu plein t'es d'activités épanouie qui me sur le plan permettaient. artistique. Ouais. Enfin, Mm. moi, je savais pas. Pour moi, c'était pas de l'art du tout, puisque j'étais nulle. Voilà, donc, quelles T'étais- que soient les t'étais- choses que je faisais, mais Non, t'étais pas nulle. si, bien sûr. Ah si, j'étais beau, j'étais empotée, je le suis toujours. Hein, c'est. Ah dis donc, tu te fais il pas de paraît que ça- cadeau. Ouais, non, mais au moins, je sais à qui j'ai affaire, donc je. D'accord. Mais si tu veux, parce que justement, cette gaucherie, cette maladresse, puisque je suis capable de me prendre une porte, une chaise, je fais tout tomber, etc. Tout ça, c'est lié à mes différents Elle était handicaps. Mais liée. à l'époque, comme tout, c'était pas diagnostiqué, je savais pas pourquoi je faisais autant de bizarreries. D'accord. Et quel entre est guillemets. le diagnostic? Rappelle le diagnostic. Alors, j'ai un TDAH, j'ai des TDAH. troubles de concentration, je suis autiste Asperger à haut potentiel. D'accord. J'ai une hypersensibilité, une hyperémotivité, j'ai des troubles cognitifs, j'ai des troubles de mémoire, donc j'ai de la dyscalculie. Donc tu vois, tous les chiffres à l'école, Mhm. je faisais tout en chiffres pairs parce que j'aimais pas les chiffres impairs, ils Ok. étaient moches. Donc évidemment, j'avais que des Tu mauvaises refaisais, notes, tu vois. refaisais le monde en fait, Ah encore mais une moi fois. tout. Et beau que joli comme je le trouvais joli, tu vois. Donc à Avec ma tes façon, règles. avec mes règles. Donc évidemment, c'était pas terrible. Par contre, je pense que la chance que j'ai eue et que j'ai encore, c'est que je suis archi curieuse. C'est-à-dire que tout ce que je ne comprends pas me bloque et j'ai besoin de comprendre. Tu t'obstines.
C'est-à-dire que jusqu'à ce que je comprenne, alors il y a plein de choses que je comprends pas encore, hein, Oui. mais ça a été très compliqué pour moi de voir aussi qu'à un moment donné, mon esprit, j'ai pris conscience qu'il avait une limite et qu'il ne pourrait jamais tout comprendre. D'accord. Donc il y a eu cette espèce de frustration de me dire, je sais que je vais chercher, je vais m'enrichir. Je lisais beaucoup la littérature, tous les sujets. Mais tu vois, je prenais un auteur, il fallait que je connaisse sa vie, il fallait que je connaisse le contexte autour, il fallait que j'ai tous les éléments. Enfin, à chaque fois, il fallait que je cherche, Et ça m'a aidée parce que j'ai rencontré à travers la littérature des gens comme Frida Kahlo, comme Hélène Keller qui était sourde, aveugle et Oui. muette, etc. Et pour moi, c'était des héroïnes juste fantastiques Et tu et t'es dit, qui me c'est ressemblaient, possible. tu vois. ce que tu Alors disais. non, pas pour moi évidemment, parce que je suis la plus nulle. Donc pour moi, rien n'est possible. Mais pour les autres, oui, ça m'a toujours donné une grande espérance pour les autres en me disant, tout est possible. Donc, Bon, en fait, tu as voulu progresser pour les autres? non, pour Parce que comprendre. cette Il y avait cette curiosité. obsession de me dire, euh, c'est curieux dans les recherches qu'on peut avoir, mais moi, j'ai toujours eu un penchant pour, et que je l'ai toujours, l'émerveillement. C'est-à-dire d'être surprise par des jolies choses, La beauté. soit parce que je finisse par les comprendre, soit la beauté, soit une espèce de perfection. Une Donc sensibilité particulière. hein, tout simplement. et de me dire, oui, la vie, elle est compliquée, c'est un chaos, il y a la maladie, il y a la violence, il y a tout ce qu'on veut. Mais- Mais il y a des choses juste merveilleuses tous les jours qui arrivent. C'est une incessante série d'opportunités, c'est une incessante série de rencontres, etc. Donc il y a eu du désespoir, on en parlera à un moment donné, beaucoup d'ailleurs. Et je voulais savoir comment ça se passait au niveau scolaire, au Alors, niveau scolaire, top. français, Stop. mathématiques, Ah, aux histoire. mathématiques archi nul, les sciences archi nul. Dès qu'il fallait calculer quelque chose, c'était la catastrophe. Littérature, philo, éco, les langues. Parler une langue étrangère, je trouvais ça magnifique. Ça permettait de voyager, ça permettait de rêver à des mondes différents du mien, puisque le mien ne me plaisait pas, donc je suis allée. T'étais douée en langue? Oui. D'accord. Et ça me faisait rêver parce que je me disais, moi, mon monde, il ne me plaît pas, je ne suis pas bien ici, je souffre beaucoup, mais ailleurs, ça doit être merveilleux, forcément, c'est toujours qu'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas mal du tout. Et ça m'a sauvée pour beaucoup de choses d'aller travailler à l'étranger. Et donc, tout est bien, mais je ne parlais pas. Je ne pouvais pas du tout m'exprimer, c'était trop compliqué. Donc, heureusement, j'avais des 18-20 qui compensaient mes zéros en D'accord. Parce participation qu'à orale. l'oral, c'était Impossible. miette. En fait. Impossible. Pas d'amis, T'avais, pas de c'est ce que relations j'allais te dire. amicales. T'avais des Pas copines, de, non? non, je Non. comprenais pas du tout je dis les gens, mais Qu'est-ce que tu faisais à la récré? Tu jouais pas Rien. avec Je tu me dis, j'avais réfléchissais. pas d'amis. Non, Tu errais? Tu non, je rêvais? réfléchissais. Je sais pas ce que je faisais, mais Mhm. euh, j'ai toujours été bien toute seule. Moi, je peux C'est- passer ma ouais, vie toute c'est une seule, profonde solitude, c'est ce que j'allais te dire. hein. mais Mais que tu vis pas mal, visiblement. ah, pas du tout. Ouais. Non, j'ai Tu l'as jamais souffert apprivoisé? de ça. Non, moi, je suis bien toute seule. Je peux D'accord. vivre sans personne. Ça, c'est pas méchant. Non, J'adore non, les gens. Tout à fait. Mais je pense que je suis dans ma bulle entre la surdité, entre ce trouble, entre la crainte des autres, parce que la violence fait qu'après, on a peur, quoi qu'il arrive, des autres, en se disant tout peut arriver, les gens peuvent vriller, etc. tu vois. À part tes parents, parce Oui. que tu as dit que tes parents, Oui. il y avait beaucoup de Oui. violence. Donc, dans la famille, Mm. à l'extérieur aussi, tu as eu droit à la violence? À l'école, par exemple? Est-ce que tu as été harcelée? Mm. Est-ce que tu as connu ce genre de problème? Non, parce que je me cachais. Alors j'avais un don pour être cachée, mais qui était juste merveilleux. Et d'ailleurs, tu vois, je suis en noir, Ouais. j'essaye d'arrêter. Mm. Mais on a tous des croyances limitantes. Et moi, j'étais persuadée que si j'étais en noir, j'étais invisible. On ne voyait pas. Mais sûr, mais vraiment, et même encore maintenant, j'ai du mal à me dire, on a réussi à me trouver. Donc tu vois là, je me mets en blanc, Tu fais l'effort. j'essaye. Tu veux qu'on te Mais voie. il y a une autre chose que j'ai apprise, c'est que tu vois, les personnes qui ont un trouble de l'autisme ont un problème avec la couleur. D'accord. Moi, je ne sais pas, par exemple, m'habiller en couleur, je ne sais pas quelle couleur va avec quelle couleur, ou c'est très compliqué pour moi. Même la nourriture colorée, c'est compliqué. Donc, tu vois, il y a quand même des choses où, Ah, au c'est fur et à fou, mesure, ça. on apprend à se connaître et à se comprendre et savoir pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, en fait. Et tout ce qu'on t'a diagnostiqué, c'est après une série de tests? Oui, mais ça a été très long. Hein, T'as été dans un institut? Ça se passe Alors, comment, la en fait? surdité, ça a été à une vingtaine d'années, parce que là, ça devenait catastrophique. Et donc, Donc, et ma attends. maman, ouais, T'as fait toute ton enfance oui, comme ça? oui. Sans appareil, Non. sans... Par contre, j'étais au premier rang tout le temps. Oui.
Parce que je voulais être une bonne élève et montrer que j'avais peur que mes parents aient honte de moi. Donc, Mmh. je me disais: «Il faut absolument que j'assure». Oui. Il y avait déjà, on me reprochait déjà beaucoup de choses, enfin, il y avait beaucoup de choses que je portais. Je me disais: «Si en plus je suis nulle, je vais finir à la poubelle». Donc, je voulais leur prouver au moins qu'ils n'avaient pas fait une erreur sur, la capacité de leur fille. Mmh. Donc pour moi, il y avait cette espèce d'épée de Damoclès qui était hyper importante de leur prouver que j'étais bonne à quelque chose. Que j'étais pas juste un déchet de l'humanité ou je sais pas quoi. Bah, tu vois, tu avais le besoin de prouver que tu étais bonne à quelque chose. Tout à l'heure, tu disais, Ouais, tu te à sentais, mes parents. tu te Ouais, sentais nulle. ouais. Ah mais Hein. je le suis toujours, hein. Ça, au moins là-dessus, j'ai pas Mais tu d'ambition. avais quand J'ai de même, l'audace, mais tu, as- pas tu d'ambition. avais quand même le but Oui, mais par de démontrer peur. le Oui, contraire. mais Tu vois, c'est je pense que contradictoire. oui, mais je pense que c'est tellement violent quand tu vois que tu n'existes pas et Mm. qu'on ne t'attribue aucune qualité, Donc tu veux exister. même affective. Mm. Et je me disais, il faut au moins. Et puis mes deux frères travaillaient très très mal à l'école. Enfin, surtout l'aîné qui se faisait virer de partout. Et moi, à D'accord. chaque fois qu'on m'accueillait, on me disait: Ah, vous êtes la sœur de. Mm. Et Donc on mettait, compliqué, ouais, compliqué. on me mettait directement au fond. Catalogué, ok. Donc, de toute façon, on ne m'interrogeait pas, mais moi, ça m'arrangeait puisque je ne parlais pas. Par contre, j'ai vu que je me rapprochais de plus en plus parce que j'avais besoin de voir les lèvres. Mais tu D'accord. sais, au début, tu fais ça inconsciemment. Et ça, tu l'as appris tout seul, à lire sur les Oui. lèvres? Ça s'appelle de la lecture labiale intuitive parce qu'il n'y a pas de méthode. Tu apprends à deviner au fur et à mesure, voilà, C'est dingue, ça. avec beaucoup de. Ben, en fait, on ne fait pas assez confiance au corps parce que tu sais que le langage corporel, 80%, voilà. Ouais, je suis Donc d'accord en avec fait, toi. tu vois, il y a le Je suis contexte. d'accord Là, avec je sais toi. qu'on va parler cuisine, je suis nulle en cuisine. Donc je vais pas t'amener sur ce terrain. Déjà, ça c'est fait. Donc j'ai un peu mon wording, Ouais, je sais à peu près, je tu te vois. dirais idem. C'est bon, ça tombe bien. On peut Mais- pas être parfaite Mais partout. tu vois, c'est plein de tactiques après un peu Ouais. d'évitement et pour essayer de se débrouiller. Puis l'entraînement, pareil, j'ai 55 ans. Ma fille qui commence à avoir l'une de mes filles, puisque j'ai 3 enfants, qui commence à avoir des troubles auditifs, elle galère et c'est normal et ouais, ça demande quand même beaucoup Donc c'est bien d'erreurs, ouais. héréditaire, hein, quand Oui. même. Bon, alors on va rester dans le passé. La mobilité aussi. Ouais, on va rester dans le On passé. parlera Donc, après de ça. Ouais. quand tu étais plus jeune, tu t'es dit, je vais faire quoi? Tu avais des objectifs en tête? Tu t'es dit, je vais être médecin, je vais être avocate, je vais être dessinatrice. Tu avais un but précis? Ermite. Ermite. Je voulais Tu vivre voulais- dans une grotte et réfléchir. Ah oui, tu voulais. Je tu voulais te qu'on ne me perdre. voit pas. Ouais, tu Je voulais voulais te être perdre. cachée. Je voulais que personne vienne m'embêter. Mhm. Et je voulais réfléchir au monde et aux grosses problématiques du monde, mais grosses pour moi, qui n'étaient peut-être pas importantes pour les autres, mais qui m'interpellaient et j'avais ce besoin vraiment de compréhension que j'ai toujours, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'après j'ai fait de la stratégie en me disant ça va m'aider. Ça m'a aidé un peu, mais ça résout pas tout, mais ça donne des pistes. Mais oui, moi je voulais vivre cachée, je voulais ne pas exister déjà. Mais Ça, tu as c'était été, la plus grande ambition de ma vie, qui est un peu obligé de ratée faire. puisque je suis toujours là, mais c'était de ne pas exister. T'as Ça, été c'était un obligée de vrai- faire des études. Alors j'ai été obligée. T'en as fait. Oui, T'es entrepreneuse. oui. Donc tu t'es dirigée vers quelque chose. Comment ça s'est passé? Comment tu as choisi? Ah, bonne question. Alors en fait, je voulais voyager partout dans le monde. D'accord. Ça, c'est vraiment. Les langues, oui, d'accord. En fait, la lecture, tu vois, je voyais plein de gens. J'aurais rêvé aussi d'être ambassadrice. Je me disais, je voyais tous ces gens qui étaient ambassadeurs à l'étranger, dans les livres, hein, parce que je connaissais personne et je fréquentais personne. Mais je me disais, ça a l'air fabuleux, leur vie, les pays étrangers, les voyages, Je suis allée etc. partout. Ah ouais. Et puis, parce que je pense que j'étais tellement malheureuse dans ma vie Tu voulais partir, que forcément, j'avais envie de partir. fuir. Alors, l'autre chose après, on en parlera, mais mes problèmes de mobilité, de paralysie, de douleur, faisaient que j'ai compris très tôt que ça allait être un gros souci pour me déplacer au quotidien. Et Parce que donc, des fois, tu as des douleurs. alors, qui en te fait, j'ai bloquent. commencé à avoir des douleurs très tôt, à l'âge de 9 ans. Mais comme on n'a pas le droit de parler ni maladie, ni douleur, ni souffrance, ni rien dans ma famille, je me tais. Et Alors, je t'arrête. Quoi comme type de douleur? Eh bien, paralysante, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger tellement j'avais mal. Je me retrouvais des fois par terre parce que mon corps ne me portait plus. D'accord. Donc je me rappelle, j'étais au collège, j'étais sur le trottoir par terre, je ne pouvais plus bouger et j'attendais que ça passe. Et ça pouvait durer combien de temps? Je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, des fois 1 heure. Mais des paralysies associées à de la douleur, c'est très compliqué pour l'esprit de comprendre ça parce qu'on dit si je suis paralysée, je sens rien. D'accord. Donc effectivement, tu sens rien parce que ton corps tombe, tu peux plus utiliser ton bras, ta jambe, mais tu as une douleur de dingue dans ton corps quand même. Qui te lance tu vois. un petit Ouais. peu. D'accord.
Donc j'ai rien dit, j'ai surtout pas dit à mes parents que j'avais des problèmes comme ça. Je me dis déjà qu'ils veulent pas de moi, mais ils vont me jeter dehors, je vais me retrouver je sais pas où. Donc je me taisais sur tout ce qui pouvait être compliqué à gérer pour pas être un problème pour eux. Tu as vraiment eu l'impression de ne pas être désiré, hein. Vraiment. Dès... Tu avais vraiment eu l'impression de ne pas être désiré. Ah oui, Ouais. ah oui, On le sent. Ouais. Hein. ouais, vraiment. Et puis il y a des trucs tout bêtes, tu vois, mais j'héritais et ça aurait pu ne pas être un problème, mais c'est des associations que tu fais bêtement parfois aussi. J'avais 2 frères, on me donnait les vêtements aussi souvent de mes frères, tu vois, D'accord. pour des questions aussi d'économie, tout bêtement. Alors que tu étais Et une du coup, petite j'étais fille. habillée en garçon. Oui. Mais comme j'ai eu pas mal de problématiques euh, de gestes déplacés, je vais D'accord. commencer comme ça, je vais y aller tout doucement. Oui. De toute façon, il fallait que je me cache pour me protéger. Donc j'avais les cheveux, je me rappelle, c'était la mode de Culture Club. Alors, moi, je me mettais Donc les tu cheveux essayes comme de... ça. Alors si je comprends J'avais bien, un chapeau tout le temps, tu une essayes canadienne. de t'en les dire en fait. Pas du tout. Alors, j'ai même pas envisagé d'être belle, moi. Non, mais quand Non, tu disais je j'essayais de voulais me cacher, Vraiment. j'ai essayé Pas de... qu'on voit et de- qu'on de- m'agresse pas, du coup. D'accord. Tu vois? Parce que je me disais, je suis en noir, on va pas me voir. 2, si je me cache, j'ai un chapeau, j'ai les cheveux devant, donc on va pas voir mon visage, on va pas se Oui. dire c'est qui. Puis je sais, Culture Club, il avait des tresses partout, longues. Donc j'aurais pu être un homme, tu vois, avec D'accord. mes cheveux longs. J'avais une Canadienne d'homme qui était 10 fois trop grande pour moi. Mode Je camouflage. regardais que mes doigts de pied. Oui. Donc je me prenais des poteaux, les parcs-mètres, tout. Je me faisais des bleus partout. Mais parce que j'avais même peur de regarder les gens et de lever le visage. J'étais vraiment, mais je me dis, les gens ont dû me croiser à cette époque-là. Je comprends que j'ai pas eu d'amis non plus, mais bon. Mais il y avait vraiment cette terreur d'être agressée, d'être... et puis de toute façon, de me cacher, puis de me dire, j'ai rien à faire ici. Et vivement que ça s'arrête un jour, si ça s'arrête. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu n'as eu aucun suivi. Aucun suivi par rapport à tes frayeurs. Bah, déjà, je les ai pas verbalisés, je parlais pas. Ta mère, elle s'est rendue compte de rien? Ou alors elle a occulté? Alors, depuis quelque temps que je les ai Crash. retrouvés, Ouais. elle m'a demandé beaucoup de Voilà. pardon D'accord. de ce qui s'était passé pour ce que j'avais vécu. Elle n'a pas été précise, mais le peu de mots qu'elle a dit. Ça voulait tout dire. Et une fois, la seule fois où j'ai voulu en parler, elle m'a dit, mais tu sais comment il est, et voilà, et on J'ai peut pas rien pu faire. j'ai pas pu faire autrement. Voilà, c'est ça C'est qu'elle pas- t'a dit. Non, c'est pas tellement ça, c'est on n'y peut rien, quoi. Mais quand elle dit tu sais comment il est, elle parlait de ton père. Donc, c'est qu'elle a pas pu faire en fait. Oui, Elle et s'est puis elle pliée- avait elle s'est tellement à pliée, gérer d'accord. entre, tu vois, mes 2 frères qui imitaient mon papa par mimétisme, etc. Voilà, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire en même temps, je Elle sais avait une pas, certaine tu vois. fragilité aussi, comme tu disais tout à l'heure. Oui, et puis elle venait d'un milieu où elle était en admiration totale parce que mon papa, c'était quelqu'un de très cultivé. Elle a perdu son papa à 12 ans. Elle a été mise à la porte par sa maman. Elle avait 12 ans, elle s'est retrouvée dehors. Ouais, elle a été mise à la porte. Ouais, de chez elle ouais. parce que donc elle avait perdu son papa et sa maman, peut-être pour des questions de survie, elle avait 2 enfants, bah, elle s'est remariée. Oui. Mais ma maman est très belle, même si elle est On voit de qui âgée. tu tiens. C'est quelqu'un. Et sa maman a eu peur que son nouveau mari, puisqu'elle est entrée dans l'adolescence, C'est fou ça. donc elle a mis dehors sa fille. Quelle horreur. Donc ma maman a eu une vie très très compliquée parce que se retrouver à la rue à cet âge-là, c'est quand même C'est dur, pas- surtout ouais, à c'est pas son évident. époque. Et quand elle a rencontré mon papa, qui était cultivé, qui avait une famille équilibrée, un papa, une maman, il faisait de la musique, il était capable de décliner des poèmes, un charisme incroyable. C'était Elle sa le dit chance. encore. Ouais. Elle m'a dit, je lui dois tout. Et il lui a donné une famille, un rôle de mère, un rôle d'épouse. Il lui a donné des enfants. Mais- Voilà. Mais il y a un donc, gros mais. Voilà. Après, moi, je l'admire parce qu'elle a tenu et qu'à l'heure actuelle, elle est toujours à côté de lui. Donc tu lui en veux pas. Alors tu moi, dis que tu j'ai eu un l'admires. truc que personne ne comprend, même les Tu psys lui en veux pas. que j'ai vus. Je n'ai jamais eu ni d'amertume, ni d'aigreur, ni de colère. D'accord. Tout ce que j'ai subi, même ce dont on parlera par la suite. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cette faculté. Est-ce que c'est dû à tes troubles Non. peut-être? Alors non moi, en fait, je pense que c'est parce que je suis très simple et que
euh, la colère, pour moi, ne sert à rien. Parce que je vois pas le fruit à la colère. Moi, j'ai besoin, je t'ai dit, de comprendre. Donc, si la colère... Là, oui, aujourd'hui, râler, contester, alerter, s'indigner, oui. Par contre, en vouloir à quelqu'un... Moi, tu vois, par exemple, pour mes parents ou les personnes qui m'ont fait du mal dans ces dernières années, même si je chemine, hein, tout n'est pas réglé. Pour mes parents, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Est-ce que j'aurais su mieux faire? Mon papa, son propre père était violent, était alcoolique. Il a reproduit ce qu'il connaissait. Quelle est la responsabilité d'un enfant quand il est élevé comme ça? Quelle est la responsabilité de mes frères d'avoir été élevés comme ça et d'avoir reproduit aussi une fois de plus de génération en génération? Est-ce que ma mère avait des clés pour me protéger alors qu'elle-même n'avait pas été protégée? Elle-même avait subi d'ailleurs. Et avait subi. Ouais. Donc tu vois, et moi je trouve qu'on veut voir aux gens, alors oui, tu en veux, je te dis surtout là les dernières années, les dernières violences dont j'ai été victime, j'ai vraiment du mal parce que je leur trouve moins d'excuses, parce que, voilà, on en parlera, mais c'est un autre type de violence. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai pas eu ce fardeau, donc je n'ai pas eu besoin de pardonner à mes parents, tu vois. Y a des gens qui me disent, mais comment tu fais, même pour les revoir, etc. Machin. Et tu vois, quand ma maman m'a dit, voilà, je sais que ça a été dur, je te demande pardon. Je dis, t'as pas besoin. Elle dit, mais pour moi, c'est important que je te dise. Je dis, ok, mais moi, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, quoi, tu vois. Et même à mon papa. Oui. Et on dit souvent, les enfants, même qui ont des parents bourreaux, adoreront toujours leur... Oui, un enfant, ça aime son père, ça aime sa mère. Ça, et même avec ses faiblesses, ses fragilités, c'est parce qu'en même temps, il m'a fait découvrir la littérature, la musique, les voyages, il voyageait beaucoup, etc. Et voilà. Bon. Et puis je trouve que ça sert à rien, tu vois, c'est du temps perdu. C'est beaucoup d'énergie. Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie. Beaucoup de gens qui trouvent que j'ai de l'énergie, moi je trouve que j'ai rien du tout. Donc tu préfères garder ton énergie pour réfléchir où je l'investis, tu vois. D'accord. Donc j'ai toujours fait un calcul, c'est pour ça que je dis je suis très simple, parce qu'en fait je me dis bon, ok, ça vaut pas le coup, on laisse tomber, on le met à la poubelle, on s'attarde pas là-dessus, quoi, tu vois. Donc voilà, donc petite pas d'amis, très isolée. Et donc l'ermite, ça m'allait très bien. Mais à part l'ermite. Voilà. Ou alors, parce que par contre j'ai eu une enfance entre guillemets assez fabuleuse sur d'autres aspects, c'est que j'ai été recueillie par des religieuses. Oui. Et en plus, c'était une communauté qui porte un beau nom, puisque c'était les petites sœurs de la réconciliation. Waouh. Quand j'étais petite, je ne le savais pas, mais c'est après que j'ai découvert ça. Et j'ai découvert un truc de dingue, c'est-à-dire qu'elles accueillaient tous les enfants, tous les profils, de tous les quartiers. Elles les appelaient par leur prénom. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de problème de vêtements, de t'es chic, t'es pas chic, tu viens de tel milieu, pas tel milieu. On partageait tout. Il y avait de la joie. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y avait, on se réjouissait de toutes les diversités. Donc c'est pour ça que je suis aussi dans la diversité et l'inclusion. Et donc tu as atterri là-bas de l'égalité. À quel âge? Très petite. Très petite, ouais. J'allais au patronage, mais après j'y allais tout le temps, le week-end, en colonie. Dès que je pouvais y aller, j'étais avec ses sœurs, j'étais protégée. Moi, je ne me rendais pas compte, mais tu vois, je pense. C'était loin de la maison. J'étais aussi, loin de chez moi. Il y avait donc pas de violence. J'étais accueillie comme j'étais, c'est-à-dire gauche, maladroite. On m'appelait Pierre Richard, hein, tu vois. Donc vraiment, quand je te dis que je suis un boulet, c'est que je suis un boulet. Mais je sentais qu'il n'y avait pas de jugement. On m'apprenait la tolérance, le partage, la joie. Je n'ai jamais connu la joie. Ça, c'est un truc, tu vois, je me rappelle pas l'avoir connu dans ma famille. Mais là-bas, tu l'as connu. Tout était simple, on s'émerveillait pour tout. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de choses compliquées. On nous parle plein de choses, surtout à travers la vie des saints et des martyrs. Les pauvres, c'est quand même pas très bon. Mais, et puis il y avait un sens à tout ça. Donc voilà, donc là, par contre, et donc mon deuxième objectif, c'est si je ne suis pas ermite, je voulais être orante. Et en fait, les sœurs orantes, elles prient toute la journée, on va dire, au profit c'est-à-dire de causes qui sont importantes, de gens qui souffrent dans le monde. Et elles prient toute la journée, mais en chantant. Et je trouvais ça trop beau. Donc tu voulais te vouer à Dieu, en quelque sorte? Alors, non, surtout aux autres. Aux autres. Pas, à ce moment-là, je n'avais pas cette conscience de Dieu. Après, oui, mais là, c'était vraiment de me dire... de partager à la fois cette joie et de me dire on peut être utile
Parce que moi, je servais à rien. Je savais que j'étais un Donc, être boulet, utile à que quelqu'un. j'étais D'accord. nulle, que j'avais rien à faire sur cette terre, Oui, c'est etc. ce que tu Là, pensais. je me disais, même si je sais rien faire de mes 10 doigts, je peux au moins chanter Mhm. et prier pour les autres. Oui. Tu vois? Je me disais, j'ai pas besoin de talent particulier. Si je chante faux, tant pis pour les autres. D'ailleurs, ce qui est le cas. Mais tu vois, et puis parce que je savais que je serais acceptée, qu'à la rigueur, j'aurais le droit de me. Donc voilà. Puis c'était que des sœurs, donc c'était sécurisé. Il n'y avait pas d'hommes, tu vois. Donc le fait d'être rente aussi Tu chez vois, les sœurs et tout. t'as eu mine du de mal rien. avec les hommes, hein, mine de rien. Tes frères, ton père, Ouais, t'avais j'ai du été mal. Hein. entourée que de. Ouais. Bref. Et donc après, t'as fait quoi pour, Alors, avant de devenir entrepreneuse? qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu t'es dirigée vers quoi? T'as eu ton En bac? fait, oui, je voulais Mhm. au début faire que des langues. On m'a dit non, hors de question, Mhm. faut que tu sois dans une autre filière plus valorisante, etc. Sauf que moi, je voulais être traductrice. Je sais même plus pourquoi, mais peu importe. Mais toujours pour voyager. Ah oui, non, je voulais être journaliste. Alors, Ah! je voulais être journaliste Oui. et aller à l'étranger, couvrir des trucs de sujets qui me paraissaient super importants. Mhm. Sauf que je suis super trouillarde, donc je me suis dit, mais ma pauvre fille, tu vas... Donc je voulais faire le CELSA, etc. Bon, bref, j'ai dit, non, tu n'es pas du tout bâtie pour ce genre de choses. Mais je voulais être reporter, je voulais faire plein de Tu choses. voulais voyager. Ah, de toute façon. Et après, donc j'ai fait un bac éco et j'ai fait une prépa HEC derrière parce que, en fait, après, je me suis dit, je ne sais pas d'où ça m'est venu cette idée de faire de la stratégie, mais je me suis dit, peut-être que ça peut m'aider à comprendre et peut-être à mettre des pièces de puzzle. Et je sais pas quelle a été l'origine. Je m'intéresse à plein de sujets, économiques, philosophiques, spirituels évidemment, mais toutes. Et en fait, en stratégie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des parties prenantes, qui est valable pour tout. C'est-à-dire que tu prends une problématique et tu regardes tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, je sais pas, tu prends une Et entreprise, tu analyses. Ouais. le contexte, l'époque, les nouvelles technologies ambiantes, les syndicats, les banques, qui sont mes financeurs, quelles sont les catégories de gens qui participent à cette entreprise. Et pour n'importe quelle problématique, en fait, la stratégie aide à résoudre, à contribuer en tout cas, et c'est pour ça qu'on en parlera dans ce sujet. Et à contourner les problèmes. Ah, oui. Mais c'est surtout qu'au niveau des violences, on n'a toujours aucune stratégie mise en place, donc c'est pour ça que ça marche pas. Tu vas en parler. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et c'était de faire du stratégie et du management international. Pourquoi du management international? Parce que je trouvais fabuleux de réussir à faire s'entendre des gens de cultures différentes, de formations différentes, puisque les écoles ne sont pas les mêmes dans les universités, dans les pays. Oui. Donc même si on fait les mêmes études, a priori, on n'a pas les mêmes diplômes quand même. Et de se dire, on a une éducation différente, une spiritualité différente. Mais on va travailler en équipe pour construire un beau projet. Moi, c'est ça qui me plaisait. Tu C'est voulais de me dire- regrouper en fait. Exactement. Et surtout, le b.a.-ba pour moi, mais c'est là où on se rend compte que c'est des trucs de dingue parce que on a des prédispositions pour plein de choses, c'était de faire en sorte que l'on respecte chacun pour ce qu'il était, tu vois. Et que justement, par exemple, j'avais beaucoup à cœur que des grosses boîtes ne prennent pas le pouvoir sur des petites boîtes. Oui. Il y avait des boîtes qui me disaient, on va arriver, on rase le village, on construit une usine. Mais je disais non, Ah même non. pas en rêve. Je dis, ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc moi, j'étais un peu le Robin des Bois et je disais, moi, ce qui me plaisait dans mon métier, c'est ça. Et là, tu vois, t'arrivais à trancher. Ah, mais alors là, par contre, C'est marrant, hein, tu alors vois. là, il n'y a qu'un seul talent, mes compétences que j'ai, c'est que par contre là-dessus, je fais ce que je veux. Je suis imbattable. Pourquoi? Parce que tu supportes pas l'injustice. Je supporte pas l'injustice, tout ce qui est vulnérabilité. On revient à mon enfance quand même. Oui, c'est pour Et ça. on reviendra à l'international après. Il y a un truc qui est super bizarre, c'est que je ne parlais pas, j'avais pas d'amis. Oui. Je ne sais pas pourquoi, toutes les personnes que je croisais dans la rue, qui étaient entre guillemets fragiles et vulnérables, ça pouvait être des SDF, ça pouvait être des gens, tu sais, qui ont un peu perdu la tête, qui sont... ils me faisaient pas peur. Oui. Alors que des fois, ils étaient même alcoolisés, comme mon père, pourtant, tu vois. Mais je sais pas, je me sentais super bien avec eux. Et on parlait, tu vois, alors que je parlais à personne. Et eux me parlaient. Ouais. Et je me disais, waouh. Ah, donc, Et- tu étais capable de parler avec un Ouais. SDF Ouais. et pas de parler avec tes Non. petites copines à l'école, par Ni exemple. un prof et répondre alors qu'il allait mettre 0, je le savais en plus, tu vois. Mhm. Alors que je voulais réussir, donc c'était mal parti. Ouais, c'est vrai que c'est Et complexe ça- comme chose.
Je l'ai toujours gardé, puisqu'après, tu vois, j'ai même fait, je me suis engagée dans plein d'associations, je faisais des maraudes le soir, etc. Et t'as jamais eu de Et problème avec ces personnes-là, non, les et SDF surtout, je ou n'ai quoi que ce soit? jamais eu peur. Mhm. Jamais. Mais t'as jamais eu aucun Ni de problème? leur réaction, ni non, Non? D'accord. jamais. Jamais. Et je me suis toujours. Et je sais que mes filles, par exemple, tu vois, on parle du côté tactile tout à l'heure. Mhm. Il y a des SDF, enfin, il y a des gens que tu croises dans la rue. Ils ont envie d'un câlin parce qu'ils sont en souffrance. Ils disent, oh, je peux vous prendre dans mes bras, vous êtes trop gentil avec moi et tout, machin. Parce qu'ils sont seuls. Et parce qu'ils sont seuls. Et ben, Ça te j'ai ramenait, pas peur et je le ça fais. te ramenait Non, aussi mais à ta solitude. peut-être, mais tu vois, j'ai jamais eu peur, alors que j'aime pas du tout les gens pas tactiles. Quand j'aime bien les gens, il n'y a pas de problème. Et mes filles, à chaque fois, me disaient, mais t'as même pas peur d'attraper des poux? Je sais pas quoi. Je dis, alors au pire, j'ai des poux, ben, je me fais traiter et on s'en fout, quoi, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette facilité, tu vois, même de m'asseoir dans la rue. J'avais aucune honte, même quand j'étais grande et avec mes enfants, tu vois. Je voyais bien les gens, par Bah, exemple, juste- j'ai habité Bordeaux, Justement. où je m'asseyais par terre, à côté du type qui avait sa casquette, je lui payais un café, on discutait tous les deux, etc. Alors que les gens passaient, etc. J'aurais pu être gênée, j'aurais pu, tu vois. Mais Ça m'est jamais venu à justement, l'esprit. tu me parles de tes filles. Mm. Alors, on va parler du côté amoureux. Tu m'as dit que tu as eu ton bac déjà, donc on sait Oui. on sait qu'on peut avoir un handicap Oui. et obtenir son bac. Alors, on peut Hein, avoir son bac, on peut faire une prépa. Voilà. Moi, j'ai fait un double cursus parce que comme j'étais très nulle, je me suis dit, je vais faire 2 cursus. Bon, tu as réussi à le Donc, faire. j'ai fait une école de commerce en stratégie et management à l'international. J'ai fait parallèlement, en même temps, donc j'ai eu 6 années en 3 ans, j'ai fait 6 années d'études. Et j'ai fait une maîtrise en marketing et commercial à l'international. Et après, j'ai fait un 3e cycle, Mais c'est important. purement C'est en important, stratégie tout ce que management tu dis. international. C'est Et sans important. parler. C'est important, ça. Donc, alors, Bah voilà, oui. donc ne vous inquiétez pas, tout est possible. Tout Si est je l'ai possible. Bah fait, voilà, crash. vous pouvez le faire. Et surtout, n'écoutez pas du tout les autres parce que Continuez. on verra le côté amoureux que j'essaie d'éviter, mais le côté professionnel. Le premier truc qu'on m'a dit en sortant de l'école. Mhm. Donc moi, j'y suis allée, mais je me dis, c'est bon, j'ai 3 milliards de diplômes, Oui. j'ai tout ce qu'il faut, etc. Machin. J'ai fait des stages de dingue dans des ministères, etc. Mhm. Toujours sans parler, hein, vous inquiétez pas, je faisais des notes et tout, mais on peut s'en sortir. Il y a d'autres moyens quand on est timide. On peut Ouais, contourner. ouais. Voilà. Le premier cabinet de recrutement, à l'époque, en 91, tout le monde se battait. Ils venaient chercher les gens à la sortie de l'école. Oui. Et alors moi, je n'ai eu personne. J'ai décroché un entretien. C'était à l'époque Arthur Andersen, qui m'a dit, vous êtes une femme, vous voulez faire de la stratégie, vous êtes jeune, vous êtes polyhandicapée. Oui. Qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Un truc stupide encore. Mhm. Il m'a dit, je vous promets 25 ans de chômage. Donc, à Sérieusement. part te tirer une balle dans la tête, tu dis, c'est bon, quoi. Donc, ce que ça m'a appris, qui n'est pas très glorieux, c'est à Mhm. mentir. D'accord. C'est-à-dire que les autres entretiens, pour trouver du boulot, Tu craches. bah, t'as tu menti. dis... Ouais. En tout cas, par omission, tu dis rien. Tu dis pas j'entends bien, mais tu dis pas que t'entends pas non plus, tu vois. Tu dis rien. Tu dis je suis blonde, bon, Ok. effectivement, mais j'ai Hein, quand même des diplômes. Donc voilà, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut le faire. Tu montes tes Mais diplômes. c'est ça. Mais en tout cas, pour vous dire que voilà, si on vous dit c'est pas possible, si on vous dit ça va être compliqué, etc. Alors oui, mais je vais pas vous faire une preuve par A plus B. J'ai fait, je crois, au moins 1000 fois plus que ce que j'aurais pu imaginer, D'accord. que si j'avais eu le cursus du coup normal. Parce qu'en allant défoncer 3000 portes, en essayant de faire plus différemment, etc., parce que j'ai été obligée, on va en parler, mais de me réinventer par rapport à mes handicaps au fur et à mesure, ça m'a obligée de sortir de mes zones de confort au fur et à mesure que j'avais, pour réinventer mon métier, réinventer la manière dont je travaillais, réinventer les outils que j'utilisais, etc. Tu as été de palier en palier. En fait. Exactement. Et donc, du coup, j'ai fait toutes ces découvertes et j'ai fait beaucoup trop de métiers, mais je vais en faire Bah, encore tant mieux. beaucoup d'autres. Tant Mais, mieux. et tant mieux. Et c'est pour ça que je dis, quelque part, je dis toujours, c'est dur à encaisser au début, mais c'est vraiment une chance. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le choix, eh ben, il y a un moment donné, en plus, il faut que tu manges, il faut que tu vives, puis tu vas pas rien faire de ta vie pendant 25 ans. Toi, tu l'as pris comme une chance. Non, pas du tout. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais après coup, tu vois, quand tu te retournes, tu te dis, mais en fait, voilà, c'est juste fabuleux. Grâce à Tu ça, regrettes rien? pas du tout, D'accord. rien.
Rien. C'est bien, hein, crache-le. Hein. Ah ouais, Comme quoi, tout rien. est possible. Rien. Ouais, tout est possible et même surtout plus que. C'est même pas que vous allez gagner un petit peu mieux, c'est que c'est presque magique. Je pense qu'il faudrait trouver un théorème ou un truc pour expliquer ça. C'est juste fabuleux. Donc, en tout cas, à la sortie de l'école, zéro la tête à Toto. Par contre, l'avantage, c'est que, avec cet état d'esprit, on m'a proposé une mission pour 3 francs 6 sous, mais que j'ai prise, qui était fabuleuse. On me dit, écoutez, voilà, on a un groupement, on voudrait que vous créez un groupement d'intérêt économique européen D'accord. avec tous les partenaires qu'on a, que vous ouvriez les filiales en Europe du Sud, que vous 21 ans, que vous rachetiez 21 ans. une boîte à Madrid et une à Barcelone. Mais comme ils n'avaient pas d'argent, ils prenaient une petite étudiante pas chère qui sortait de l'école, tu vois. Mais pour moi, juste, mais le terrain de jeu fabuleux, Énorme. énorme. Et puis, donc, une petite étudiante aussi très jolie. Hein. Il y a- alors ça compliqué. hein. ça, voilà. Ah oui. Ah, il va Ça, falloir on va en cracher hein, parler après, parce hein. que, oui, mais Attention. si je pouvais donner les noms, je les donnerais non. parce que je. Ouais, on va cracher après. Ouais. Mais du coup, si tu veux, quelque part, si j'avais demandé un salaire à la hauteur de la mission, Oui. je l'aurais jamais eu. Non. Donc, quelque part, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une question. Ça amène quand même des choses plutôt pas mal. Et donc, évidemment, je me dis, je vais pas y arriver. Donc, j'ai dit non. Et puis, je suis revenue chez moi, je me dis, mais quand même, je suis stupide parce que si je dis non, je vais jamais y arriver. Et puis, le prochain va C'était dire oui. intéressant, oui. Donc, le lendemain, je dis, bon, bah, je vais peut-être quand même bien essayer. Donc voilà, donc j'ai fait ce truc-là. Et après, en fait, on m'a confié, je déroulerai pas tout, mais j'ai fait mon premier CES à Las Vegas, donc qui est quand même le salon de l'innovation technologique mondiale par excellence. Et ça, c'est J'avais incroyable. 21 ans. Et la chance que j'avais, pareil, quand on parle d'opportunité et de chance. Donc, zéro budget, ils n'avaient pas de sous, donc déjà, ils me payaient quasiment pas. Et donc, je suis allée au CES. Je ne pouvais pas avoir de stand, mais il fallait que je ramène des contrats. D'accord. Je ne pouvais pas faire de pub, j'avais pas d'argent. Et je vois un panneau où on pouvait s'inscrire pour donner des talks. En France, on n'était pas du tout élevé à ça. Moi, je n'étais même pas formée pour faire un talk ou quoi que ce soit. C'était en 91, je rappelle. Et je ne savais pas parler. Sauf que Stéphanie, qui est hyper audacieuse, et je pense que j'ai une petite case, soit en moins, soit en plus. Des fois, je ne me rends pas compte. En plus. Non, ouais. Et donc, je fais des trucs, des fois, les gens ils me disent, tu fais des trucs de dingue. Mais je pense que je ne me rends pas compte. Et tant mieux. Tu sais, on dit souvent les gens un peu innocents. Exactement. Et ben, ça, j'y crois vraiment pour le coup. Ou les filets qui laissent passer la lumière. Je pense que là, pour le coup, c'est bon. Et donc, je me dis, ben, je m'inscris, j'ai pas de sous, il faut que je fasse connaître le produit. Donc, je me suis inscrite. 6000 personnes. Ouais. J'avais pas le choix. Je dis, bon, bah, faut que j'y aille, de toute façon. Donc, je me suis inscrite. Je savais pas qu'il y avait 6000 personnes qui m'attendaient derrière le rideau, moi, tu vois. Donc, la fille, mais qui est complètement barrée. Et donc, mais maintenant, tu vois, ça me dérange pas parce que maintenant, tu vois, le dernier que j'ai fait, il y avait 20 000 personnes. Ça me dérange plus. Du coup, maintenant, c'est royal, c'est facile. Mais en fait, il y a cette espèce toujours d'inconscience, je pense, dans le bon sens du terme, quelque part. Bon. Et donc, j'arrive. Et là, alors, je me suis rendu compte que le fait de ne pas être dans mon pays, que personne ne sache que j'étais en situation de handicap, c'était pas ma langue. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je n'avais jamais fait de conférence de ma vie, même pas d'exposé. Rien. Oui. Alors, je n'ai pas ramené beaucoup de clients, mais j'ai quand même réussi beaucoup. Et surtout, après, j'ai jamais pu arrêter. Tu vois, j'arrête pas de parler. Je suis tout le monde. Je n'ai jamais pu m'arrêter de parler. Ouais. C'est pas. Mais je pense, c'est pour ça que quand je dis j'ai eu de la chance, il y a celle qu'on provoque. Je l'ai pas fait exprès, mais quelque part, de pas être. Tu vois, les gens ne savaient rien de moi. Ils pouvaient pas me dire t'es nul. Alors que tout le monde m'a toujours dit, t'es nul, tu sais rien faire et tu feras jamais rien. Tu te sentais pas jugée, en fait. C'est pas ça, c'est que j'ai oublié. Et mon enjeu, c'était tellement de me dire, il faut que ça marche, il faut que je fasse connaître le truc, etc. Machin. Puis ça me plaît, le défi. Je pense que quand on est passionné, alors c'était pas du tout un projet impact, j'en étais pas là encore à l'époque, mais tu vois, au niveau stratégie, c'était un truc de dingue. J'avais 3 cacahuètes, 2 cailloux. T'étais dans ton élément. J'avais un enjeu de dingue et challengeant, etc. Et puis ça m'amuse. Alors ce qui est curieux, peut-être pour certaines personnes, c'est que moi, plus c'est complexe, plus ça m'amuse. D'accord. Plus c'est dur, plus ça m'amuse. Et c'est pour ça que la stratégie, j'adore, parce que
c'est résoudre des problèmes, c'est donner des clés, c'est mettre en place des choses, des conditions de réalisation, de faisabilité, des outils, c'est trouver des solutions pour que ça marche. D'accord. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est trouver des solutions. Voilà. Et si... Donc, tu es partie à Vegas. Donc, je suis partie à Vegas, comme à 21 ans, complètement. Trop forte. Et donc après, on m'a proposé de travailler pour des Thomson CSF, pour des radars électroniques à hyperfréquence. Donc là, je suis tombée dans tout ce qui est Donc là, aéronautique t'es revenue en spatiale, France. etc. Ouais, je suis revenue en D'accord. France. Par contre, catastrophe. Raconte. Je précise quand même. Mhm. Il y a eu 2 choses compliquées. Un, c'est l'attitude des hommes. Donc j'étais dans l'informatique, à l'époque on disait informatique, pas dans la tech. Tous les jours, mon PDG, Oui. mon DG, parce que le PDG était en Angleterre, me convoquait tous les matins dans son bureau Pour. pour que je lui fasse la bise, pour que je le tutoie, parce que moi je vous Ah, voyais tout le monde, c'était je ne pouvais pas compliqué pour toucher toi. les gens, Ouais. je voulais pas faire la bise, et D'accord. toutes les femmes étaient sous son charme. D'accord. Mais toi, ça te Et posait moi, problème. déjà, il me plaisait pas. Puis Alors, tu en supportes règle pas qu'on générale, te déjà, touche. les hommes Ouais. ne me plaisaient déjà pas beaucoup. Mais alors lui, il était dégoulinant de trucs que je ne... D'accord. Et moi, J'imagine. Ah non, mais vraiment l'horreur, quoi. Et puis très, très content, très fier de lui. Très imbu de sa tout, personne. tout le monde voulait déjeuner avec lui. Tout le monde... Je comprenais pas les gens, les filles, ni les hommes, ni rien. J'ai toujours pas très compris d'ailleurs, mais je me disais comment ils font pour l'admirer. Il est stupide, il est... Enfin, tu vois, Ah, il n'était pas à ton goût, quoi. Vraiment, aucun attrait. Voilà. J'espère Et- qu'il t'entend pas. Non, mais Tant Gérard, pis. si tu m'entends, Tant pis. on en reparle. Et donc, je vomissais tous les matins. Oh. Je pleurais tous les jours. Et tous les jours, au coin de la rue, je me disais, stop, t'arrêtes de pleurer. Et j'y allais. Ah oui, il t'écœurait vraiment. Hein. Tu Pardon savais, il t'écœurait vraiment. Ah, mais il m'écœurait, mais, oui. mais c'est surtout, Parce qu'en j'étais... pleurer... Je sais pas comment on dit, tu sais, quand t'es harcelé, mais... Oui, c'est un tout- harcèlement. il voulait coucher avec moi, Oui, je vais le dire il t'a clairement, c'est pas harcelé. très beau comme mot. Non, mais crash, Euh, normal. Et surtout, ce qui était le plus difficile, c'est que, donc, comme ça n'a pas marché, il a fait courir le bruit, parce que pour pas passer pour un imbécile, D'accord. que ça avait marché. Mm. On m'a rapporté des trucs comme quoi on avait fait l'amour dans le parking sur sa voiture, Oh, quelle comme horreur. quoi je sais pas quoi dans son... Et moi qui avais déjà honte d'exister, qui D'accord. n'arrivais pas à avoir des... Ouais. Et je me disais comment les gens Il peuvent me voir mitonnait, comme en ça. fait. Je me sentais salie, Ouais. tu vois. Et là où ça a été pire, parce que ça a été la première expérience, mais je me suis pris des trucs en pleine face, c'est que j'ai appris un jour, donc je faisais partie du conseil d'administration, Oui. puisque j'étais sur des sujets stratégiques. Et j'étais mandatée par l'Angleterre, etc. Donc tous les directeurs de France devaient me donner toutes les infos dont j'avais besoin, Oui. mais eux ne savaient pas sur quelle mission j'étais, parce qu'elle était stratégique. Donc ça les agaçait. Donc moi, j'avais le droit de venir dans mon bureau en disant, j'ai besoin de comprendre ça, ça et ça, les Mais process, tu les disais machins. rien. Mais ils me D'accord. disaient, mais dis-moi, sur quoi Aucune tu travailles, gna, information. gna, gna, non, Ouais. bon. Et en fait, leur petit jeu, à un moment donné, j'ai appris que c'était de savoir qui allait finir par coucher avec moi. Quelle horreur. Et tu vois, quand tu es Ouais, c'est en plus loin de tout ça, loin de ce genre d'enjeu, qui n'est pas, ne devrait même pas être un enjeu, tu as déjà du mal à tisser du lien. Voilà, donc je pleurais, je vomissais. Ça a duré combien de temps, ça? 2 ans et demi, mais 2 ans et demi qui m'ont paru 10 ans de ma vie. Facile. T'es partie après? Et j'ai fini par partir. Mais, Oui, mais t'as ce qui licencié. m'ennuyait, c'était de lâcher l'affaire en même temps. Il tu t'a vois. pas licencié? Comme t'as pas couché avec? On a fait une espèce de D'accord, truc un un accord à peu l'amiable. bidon, Ah, ok. voilà. Mais je n'étais pas capable à l'époque de porter plainte. Maintenant, je le fais et je le ferai, tu le etc. ferais sans Mais à l'époque, hésiter. j'avais D'accord. 21 ans, Oui, non, normal. c'était trop compliqué. Donc ça a été quand même une sacrée claque. 1, 25 ans de chômage. 2, pendant 2 ans et demi, tu te fais harceler et traîner, sali. Sali, ouais. Et même vis-à-vis des femmes, tu vois, qui me disaient, mais elle couche exprès avec le patron. Machin. Ouais. Puis Alors comme que justement, en plus, j'étais la seule à ouais, pas vouloir et de puis lui. comme t'étais Mimi, Tu vois, ça c'était encore... Déjà, ouais. je sais pas, parce que Voilà. moi, je me suis jamais trouvée très jojo, mais bon. Et puis de savoir que t'es un enjeu, t'es un bout de chair, tu vois, c'est hyper humiliant. Alors déjà que j'avais pas beaucoup confiance en moi et pas de valeur, je me trouvais pas en classe, si tu veux, je me disais super, quoi, je suis réduite à ce truc-là. Donc voilà. Et après, en fait, j'étais à Boulogne à l'époque, Oui. je crois, je ne sais pas comment, mais je me retrouve chez Thomson CSF dans Secret Défense, tout D'accord. ce qui est aéronautique, spatiale, etc. Et on me met sur tout ce qui était veille stratégique, technologique. Et on me confie, je ne sais pas pourquoi, pareil, alors
c'est pareil, tu te dis des fois, pourquoi on te confie des trucs incroyables comme ça? Ils me mettent sur le marché américain. Waouh, ça c'est entre Donc Vegas, moi, j'étais, ah ouais, non, moi je dis, je viens de faire l'Europe, ouais. maintenant mes soins. Donc C'est évidemment, fort. je dis oui, je dis, ouais, Bah oui. super intéressant et tout. Là. Ouais. Donc après, on m'a confié l'Amérique du Nord. Après, on m'a confié l'Europe centrale, l'Amérique du Sud, les Amériques. Et voilà, j'ai fait plusieurs Ah oui, tu as eu trucs comme ça. des beaux contrats, hein, tu as eu de Et la après, chance. on m'a confié l'Asie. Donc j'ai beaucoup travaillé en Asie, j'adorais. T'es resté combien de temps en Asie? Je sais pas du tout, 3 ans, je pense, à peu près. J'ai failli y rester parce que j'ai fait des trucs que non, je voulais faire des choses que je n'ai jamais fait, mais je voulais entre autres travailler dans un orphelinat, je voulais adopter tous les enfants qui avaient la rage. D'accord. Bon, bref, j'étais tiraillée entre mes envies un peu... Humanitaire. Ouais, et puis de voir toute cette misère, et puis peut-être de repartager l'accueil que j'avais eu, tu vois, aussi, par ces Ce que t'avais, religieuses. oui. Et de me dire, bah, si je peux même faire un tout petit truc. Mais donc mon métier me passionnait, mais en même temps, et c'est pour ça que maintenant je suis à peu près en accord avec moi-même, parce que les projets Impact me permettent d'être voilà, sur des compétences, mais en même temps sur un investissement sur des valeurs et sur le côté humain. En sachant que voilà, la stratégie internationale, c'était d'abord pour faire en sorte que chaque humain soit respecté dans sa singularité, dans sa culture et tout. Parce que ce que je t'ai pas dit à propos de l'enfance, c'est que j'ai été élevée dans un milieu où j'entendais constamment sale arabe, sale nègre. D'accord. Très raciste en fait. Ouais. Sale Bon, PD, alors, sale... ça revient à l'ordre du jour en ce moment, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, sale bouine, tout ce que tu Ouais. veux. Et tu vois, mon père, alors oui, il était alcoolique, mais il se fâchait même avec la télé. C'est-à-dire que même les gens qui voyaient la télé, ils disaient, Ils en mais c'est un prenaient sale ouais, juif. ça me- ouais, d'accord. Et je me dis, Ils en mais il prenaient le plein la connaît tête. même pas, ça se trouve en T'as plus, il n'est grandi pas avec, juif. Enfin, tu vois. avec la haine en fait. Ok. Et je pense que du coup, le côté international, réconciliation, Oui. tu vois, Toi, t'as été en opposition en fait. je de pense tes parents, que, ouais, de ton père. c'était un Oui. monde, je savais qu'il m'était un peu interdit, mais que je me disais, j'ai Faut envie que j'aille d'aller voir voir. ce qu'il y a, puis ça peut pas être pire que chez moi, surtout, tu vois, ça peut être que mieux. Et puis peut-être de dire, je vais être l'élément, c'était inconscient, hein, mais de dire, je vais entre mes parents qui sont, pas ma maman, Oui, ouais, ton père, tu vas être qui le contraire. sont mal conduits, en tout cas à mon sens. Mm. Et puis tu vois, je reviens sur les gens de la rue, que j'ai quand même assez côtoyés. Je voyais des gens qui donnaient des coups de pied à Paris, dans des gens qui étaient sur le trottoir en disant sale feignant. Tu vois, tout ça, moi, ça me choquait. Je disais, comment on peut faire ça à un être humain? Il a peut-être pas choisi. Moi, j'y connais ça, j'étais petite, hein, mais je me disais, comment il en est arrivé là, Ouais, tu c'est vois, parce que tu as une grande empathie. tu vois. simplement. Et alors après, tu vois, en plus, quand t'apprends que ta maman a été elle-même mise à la rue à 12 ans, et que tu dis comme quoi, c'est incroyable les choses, Une de se continuité. dire, ouais, de réparer peut-être des choses qui t'appartiennent pas, mais Inconsciemment, encore inconsciemment, une fois. tu vois, que tu portes. C'est pour ça que je crois beaucoup à Ah l'intergénérationnel oui, tu le portes. et à ces choses-là. Et que du coup, tout ce que j'ai fait, je me rends compte que maintenant que je suis vieille, mais quand je me retourne, il y a une vraie grille de lecture, Oui. tu vois. Donc voilà, donc en tout cas, voilà. Donc Ok. le Vietnam, Ouais. entre autres, parce que je suis tombée raide dingue amoureuse de Vietnam. J'ai beaucoup aimé l'Asie, mais voilà, particulièrement le Vietnam. Et puis voilà. Et on me confie tout le marché hors France. Donc ça fait beaucoup de pays quand même. Mhm. Et puis je finis par rentrer dans un cabinet de conseil en stratégie internationale. C'était mon rêve. Et donc là, super contente. Donc, tu as réussi, tu es arrivé à tes fins. C'est Ouais, important ça a de été le long. dire encore une Oui, fois. parce qu'en fait, si tu veux, en expérimentant Ouais. tous ces trucs-là, je me suis dit, en plus de mes diplômes, je viens et je dis, je connais tel pays, mais je connais aussi tel type de boîte, des petites, des grosses, des moyennes. J'ai voulu, tu vois, ajouter Mais des... avec ton handicap, tu es quand même arrivé Mais- à tes fins. Ouais, C'est très important de le dire. ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà, je le précise. C'est Voilà. vrai, t'as raison. Tu as fait T'as raison. le must du must. Ouais. Et Non, donc, mais enfin, par rapport à, en tout cas, ce à quoi j'étais prédestinée, à malheureusement, la base, oui. ouais. oui. Ouais. Donc, tu reviens en France, tu prends ton Et marché. donc, alors, oui, par contre, je suis désolée, je fais plein de non, d'avis, mais, vas-y. je ne souffre jamais autant que quand je reviens en France. C'est-à-dire Pourquoi parce que je ne peux pas déjeuner avec les gens à la cantine. C'est trop D'accord. compliqué, je ne sais pas faire. Tu vois. Enfant, tu le subis, tu es obligé d'aller à la cantine et tout. Ouais.
écouter les gens parler, je ne me sens toujours pas à ma place. Si tu veux dire, c'est les traumas qui te sont restés? Non, c'est que je pense T'as que jamais c'était mon pu. trouble de Ouais, d'accord. l'autisme, par Ok. exemple, entre autres. Ouais. Je comprenais pas les gens, les sujets, je voyais pas l'intérêt de Et tu te discuter de sens ça, je toujours pas m'ennuyais. capable, Si, maintenant je peux faire, c'est je bon. pense, beaucoup de Ok. choses. Je dirais pas n'importe quoi, mais je pense que tu apprends à devenir un peu caméléon. Et c'est là où on parle de la compensation du Caméléon, tout à handicap, fait. tu vois, où tu es obligé de faire comme si tu étais normal, Normal. tu vois. Alors ici, j'ai le droit de dire que je suis... T'as le droit. Voilà. T'as le droit de tout dire. Tu craches. Mais oui, de s'habiller comme tout le monde. Alors bon, en noir certes, mais tu vois, je suis habillée, normalement, je suis pas trop décalée, je choisis des trucs qui ressemblent à ce que les gens portent et tout. Mais naturellement, ce ne sont pas des choses que je sais faire. Et de nouveau, être en contact avec les gens, tu vois, tu es à la cantine, tu te fais bousculer par les gens, le contact physique, les discussions où je comprends rien et je m'ennuie à mourir. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et moi, mes sujets... Le mot ennui, il revient Tout le souvent, temps. il revient souvent dans ton vocabulaire. Je m'ennuie tout le temps. Très vite. Qu'est-ce que tu veux Très, dire très par... vite. Je me lasse Tu te très lasses, vite. d'accord. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est magique, parce que c'est jamais le même contexte, la même problématique. Des fois, c'est une petite entreprise, une grosse, des fois, c'est l'Allemagne, des fois, c'est des yaourts, des fois, c'est des aspirateurs. Enfin, tu vois, c'est... Donc, tu es toujours Et les problématiques obligé peuvent de... être juridiques, Voilà, commerciales, tu es toujours obligé de cogiter, en fait. C'est pas ça, c'est que c'est tout le temps nouveau. Moi, à chaque fois, c'est à pochette de surprise. Je suis hyper heureuse. Tu vois, les gens, Ça ils arrivent t'occupe, avec leurs problématiques. Ils en ont gros sur la banane. J'arrive pas à percer sur tel marché. Moi, je dis, youpi, on va y arriver. Tu vois, enfin, j'ai aucune confiance en moi, Stéphanie Gâteau, en tant qu'individu. Mais par contre, sur mes compétences, et en plus, je m'éclate et j'adore ça, quoi. Et puis, j'adore aider, tu vois, accompagner les gens à réaliser leurs rêves, à ce que ça se passe bien, à sécuriser les projets, à leur donner les compétences qu'il leur faut, les clés, les outils et tout. J'aime bien être derrière, à côté, et voir qu'à un moment donné, la personne, elle, c'est bon, moi, j'ai fait mon taf. Est-ce que c'est tout ce cheminement-là qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Probablement, oui. Ouais. Oui, parce que... À partir de quel moment tu as commencé à vouloir faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, en fait, il y a eu un moment un peu clé qui m'a beaucoup aidé à sauter le pas de l'entrepreneuriat. Puisque je suis nulle, donc je n'étais pas du tout prédestinée à l'entrepreneuriat. Moi, il me fallait une structure, quelqu'un qui est dans la stratégie n'est pas nul. Hein. Quelqu'un qui est dans la stratégie internationale. Non, mais on peut être bon en stratégie, mais nul, mais pas être un bon entrepreneur, tu vois. Et donc, je n'étais pas prédestinée à ça. Mais j'ai eu 2 éléments qui m'ont... j'avais envie de dire révulsé. Je ne sais pas si c'est le terme. Je travaille incité, donc pour le salon du Bourget, à un moment donné, dans l'armement, etc. Et mon cabinet me dit, voilà, il faut travailler pour telle société qui voudrait construire des bombes plus puissantes pour décimer les populations. Ah, des bombes, carrément. Attends, je te rapproche. Et là, je me dis, comme je n'entends rien, tu sais, je revalide souvent, je répète ce que les gens... Et je dis... Pardon, j'ai pas bien compris ce que vous me demandez. Moi, qui suis si empathique. En plus, je dis là, j'ai pas bien compris la question. Et donc, ils m'ont répété, c'était la bonne proposition. Je dis, mais je peux pas faire un truc pareil. Non, comment vous avez pu imaginer un truc pareil? Et donc, grosso modo, c'était la porte où, donc évidemment, je choisissais la porte. D'accord. Et puis, la deuxième chose, on parlait de justice, mais il y a aussi... j'ai été très tôt engagée sur des mouvements comme les mouvements pour une économie bienveillante, pour le partage de la valeur, etc. Parce que les gros cabinets se faisaient payer une fortune pour construire des stratégies. D'accord. Mais moi, intellectuellement, j'ai des gros blocages. Il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas. On construisait des stratégies, c'est-à-dire qu'on venait, on faisait notre audit. On revenait avec les éléments, on faisait nos diagnostics, nos préconisations, on revenait, on disait vous nous devez 300 000 €, on vous présente la stratégie à déployer dans les 3 à 5 ans, et au revoir. Et là, le pauvre type, il était avec son pavé qui valait une fortune, il n'avait rien compris, il n'était pas il n'avait pas co-construit, on ne l'avait pas consulté, mais on disait, vous inquiétez pas, nous on est cabinet de conseil, on va vous vendre une étude, une fortune, on vous dit dans les 3 premières années, et basta. Donc, moi, en catimini, j'allais voir les gens, et je leur disais, mais alors vous en êtes tout, ça fait 6 mois, 1 an. Et ils m'ouvraient le tiroir, et ils me disaient, voilà, votre rapport, il est là. Wow.
je me disais, mais ils sont crétins. Donc moi, naïve, parce que par contre, je suis d'une bêtise sans nom pour ça, je vais voir mes directeurs avec qui ça s'est très mal fini. Et je leur dis, mais c'est pas un problème. On va co-construire les stratégies avec le dirigeant, avec les équipes, pour qu'ils puissent déjà comprendre, adhérer. Puis on va recueillir encore de l'info plus qualitative. On va pouvoir les accompagner. On peut même faire de la formation. On peut même les faire Et monter là, en compétences. Ouais. Et là, Et là, ils te suivent pas. ils m'ont dit, ben Bah non, non. parce que en Ouais. fait, l'étude, Tout à fait. Ouais, c'est de ouais, tout à fait. l'automobile. Demain, on gomme, on prend du Tipex, on change de 3 chiffres, on revend exactement Ouais, j'ai la bien même compris. étude et tout. Et là, je me suis rendu compte dégueulasse. de l'espèce de Ouais. marché et de l'abus sur des gens presque de pouvoir, puisque les gens n'ont pas les compétences pour dire ce qu'on m'a vendu, c'est... Voilà. J'aime pas dire les gros mots, parce Oui, qu'avec la non, violence non. verbale Ouais, que j'ai vas-y, pu vas-y. subir, je suis pas très bonne en gros mots. Ça va à zut, tu vois, c'est assez... Mais bon, Ça bref, suffira. ça va. Donc, je leur dis, mais en plus, pour vous, c'est génial. Ça permet de vendre pas seulement des études, mais du service à côté. Donc moi, je trouvais que mon idée, elle était hyper intéressante. On m'a dit, mais non, nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est faire un max avec peu. Donc, on continue de faire des photocopies, des études, avec 3-4 chiffres, 3-4 précaux, et on se bat. Et au suivant, on veut faire du volume et rien d'autre. Et là, humainement parlant, C'était j'ai plus eu un possible. gros blocage. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où j'ai dit, Stop. c'est pas possible. Et il y a eu un peut-être beau concours de circonstances. À l'époque, j'étais au Panama. Et je tombe très malade. C'est-à-dire que j'ai une première poussée de ma maladie neurodégénérative qui fait que je perds 15 kilos en un mois, que mon corps ne peut plus accepter de nourriture et il est en miettes. Je suis D'accord. mais vraiment anéantie. Au plus mal. On croit que j'ai attrapé un virus puisque j'étais dans des pays où Oui. il y avait quand même à l'époque des risques au niveau hygiène, etc. Et grosso modo, on me dit, il ne va plus rester grand-chose de vous, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de solution. Je rejetais même l'eau, je ne pouvais pas la boire, mon corps la rejetait. D'accord. Donc c'était une catastrophe. Et puis à cette époque-là, on me dit, ça serait peut-être bien, tu sais aussi, comme je ne savais plus tellement quelle heure il était, parce que je n'étais jamais dans le même pays. Oui. Donc un jour, T'es j'étais tout en le temps en Asie. décalage. Donc et je ne t'ai pas dit, mais j'ai fait beaucoup d'anorexie. C'est-à-dire que Trouble alimentaire. tout le monde le saura, je ne suis pas quelqu'un de courageux. Donc, pour mourir, je ne pouvais pas me pendre, je ne pouvais pas faire quelque chose de violent et j'avais peur. Oui. Donc, je me dis, je vais arrêter de manger. Sauf que ça a vachement tardé et en plus, ça n'a pas marché du tout. Mais si tu veux, je me suis dit, tout ça, ça a dû dérégler tout, etc. Donc voilà. Et ça m'a fait... Voilà, ça a été très dur, mais voilà. du coup, J'avais ça- décidé vers 13-14 ans que c'était fini pour moi. Du coup, C'était même pas la peine de vivre, donc j'avais arrêté de manger du coup, à cet âge-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très dangereux. ça a déterminé à la suite. Tu as arrêté avec cette entreprise. Oui, j'ai Voilà. arrêté avec cette entreprise et donc je suis partie vivre en Corse. Ah, t'as fait la Corse. Je t'envie. À cause et grâce à Jacques Higelin. Oui. Alors par contre, j'étais une grosse malade, parce que moi qui n'aime pas la vulgarité, même Oui. si c'est un beau poète, il avait des chansons des fois qui étaient un peu hard, avec des mots un peu compliqués, mais bon. Mais pour moi, c'était une lumière, c'était un... Je sais pas, on parle d'émerveillement, mais voilà, c'était un artiste, c'était un poète, c'était un... Il faisait des concerts jusqu'à 5h du soir, il ne s'arrêtait plus, il me faisait voyager. Alors moi, Donc, les tu étais livres, avec voilà. lui Et- en Corse. Alors non, pas au début, parce que je l'ai vu que 10 ans après. Mais j'étais archi fan. J'adorais la musique classique, j'adorais le jazz. J'adore toujours le jazz et la musique classique. Et un des seuls artistes, entre guillemets, que je connaissais, en tout cas, c'est Higelin. Je ne sais même plus comment je suis tombée sur lui. Et donc, j'allais à tous ses concerts, mais 3-4 fois, etc. Et il sort une chanson sur Calvi, qui s'appelle Chez Tao, La Citadelle, où il y a... voilà. Et donc, moi, je tombe en amour de la Corse. Mais quand je dis en amour, j'ai revécu. Enfin, je suis ressuscitée en Corse. Tu t'es ressuscité. Tu as fait le phénix. Mais incroyable. J'ai dormi 8 mois. Oui. Tu te sentais bien. J'ai repris 10 kilos parce que tout est bon là-bas. Donc, j'ai tout goûté. Tout le monde m'amenait à manger par tonnes et par quantité astronomique. Les gens, c'était des amours, etc. Pour la petite histoire, je ne devais pas, à cause de ma maladie, et de mon état de santé, parce que l'anorexie avait abîmé beaucoup de choses aussi, je ne devais pas avoir d'enfant.
Donc j'avais été suivie pendant 10 ans sur Paris. On m'avait dit, vous n'aurez jamais d'enfant, nanani, nanana. Donc ça aussi, tu vois, C'était lourd. ça a fait beaucoup de choses. Mm. Tout, hein, c'est pour ça que des bonnes et des mauvaises choses, mais qui font que ça a apporté des beaux fruits. Et bah, j'ai eu mon premier enfant miracle, puisque j'en ai eu trois bébés miracles. Donc je suis retournée à Paris, je dis, hé, regardez. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Ils ont fait des examens, ils ont dit, désolé, Donc, mais excuse-moi, c'est grâce à la Corse, tes bébés pas miracles. que. Mais, Vous entendez? mais, Donc, oui. ok. Et c'est pour ça que le troisième bébé miracle s'appelle Calixte, parce que Calixte, c'est le nom de la Corse, la plus belle. Et D'accord. Calixte, ça veut dire le plus beau. Et mes filles ont voulu, en honneur à la Corse et au bébé que j'ai eu, qu'on l'appelle Calixte. Et donc voilà, donc en plus, tu vois, je revis, je regrossis, plus d'anorexie, je tombe enceinte. Quand même. Le pied. Et c'est beau, et j'ai même plus envie de partir, sauf qu'il faut quand même repartir. Parce Mais que tu c'est reviens. pas une vraie, Tu reviens. c'est pas une vraie vie. Mais tu On est reviens. trop privilégiés. Et Mm. je me dis, voilà, il faut... Donc je reviens, mais j'ai une chance incroyable parce que j'arrive un peu têtue, plus qu'avant. Alors je ne l'étais pas du tout, c'était pas difficile. Mais au culot, le premier entretien que je passe, je dis, ben moi, ouais, mais comme je suis maman maintenant, je veux tous mes mercredis et je veux être à la sortie de l'école de ma Direct. fille. Ouais. Je me dis, au pire, ça marche pas. Et en fait, ils m'ont dit, bah ok. Ok. Bah, bon, ok, bah, alors je commence demain, tout va bien et tout. Mais me cogite quand même l'idée de me dire, pas encore la légitimité de me dire je peux être entrepreneuse, mais de me dire il faut changer les choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et là, on me mandate pour déployer les politiques, les stratégies, déployer les stratégies américaines des grands groupes américains. Et là, en fait, encore, je reviens sur l'accord, je fais un peu vite, je fais un semblant d'étude. C'est-à-dire que, puisque je fais rien, je dors et je mange, et je tombe enceinte, accessoirement, mais je me dis, si je devais réinventer ce métier, le métier que j'aime, comment je le ferais? Et là, je pars d'abord de mes valeurs, en me disant, voilà, il y a le respect de la singularité et des talents de chacun. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu montes un plan? Oui, D'accord. mais à l'époque, j'appelle pas ça un plan parce que je suis pas entrepreneuse, je sais pas monter, je sais pas créer des boîtes, tu vois. Mais je pose les bases de me dire, idéalement, si j'avais le choix dans la vie, si je pouvais changer le monde, comment je m'y prendrais? Et là, je me dis déjà, voilà, l'égalité des chances, le respect, le fait de justement s'émerveiller des talents de chacun et de se dire, bah ok, peut-être que moi, je suis nulle en cuisine, mais je ne sais pas ce que je sais faire d'autre, mais admettons, je sache faire quelque chose d'autre. Et à nous tous, on peut créer un truc juste hyper intéressant parce qu'on a des angles de vue différents sur une problématique qui est similaire, mais on la voit d'un angle différent. On a peut-être une histoire ou une expérience qui fait qu'on saura résoudre autrement le problème, etc. Et moi, je me suis toujours réjouie de tout ça. Donc je me disais, c'est quand même dommage qu'on n'en fasse pas un truc chouette. Et je me dis, si un jour, je ne savais même pas que la création d'entreprise, je ne sais pas quel âge j'avais 30 ans. Ça ne m'est même pas venu à l'idée, je m'y suis mis tard, bon, tard, 35, 36, 37. À 35 ans? Ouais, je sais pas. D'accord. Mais j'ai une notion du temps qui est un peu compliquée. Et voilà, donc je reviens à Paris et je me dis quand même, là, il y a un truc qui est... Et puis, je suis mandatée par Alain Juppé pour travailler sur l'attractivité du territoire. Alors un peu dans l'aéronautique, la défense, etc. Et là, je me dis, ok, je vais partir. J'avais eu ma deuxième bichette entre-temps. Tu avais des bons contacts quand même. Hein. Non. Bah, Alain Juppé. Mais c'est lui qui est venu me chercher. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je vais voir personne, Oui, en fait. Oui, Je c'est suis ce que je toujours dans ma te dis. bulle, là. Donc, tu as eu le Je ne sais conseil- pas ouais, d'où voilà. il m'a trouvé ou quoi que ce soit. Bref, peu Mm. importe. Et donc hyper impressionnée parce que je suis toujours aussi nulle dans ma vie. Donc, je me retrouve face à ce type, en plus politiquement et intellectuellement, qui m'impressionnait vachement. Je ne vais pas dire que j'avais de l'admiration parce que c'était... Vas-y, Il y avait crache. des choses, humainement parlant, Qui enfin, n'allaient c'était pas. pas mon profil. Voilà. Et vous allez croire que j'aime pas les gens, mais j'adore les gens, je vous promets. Mais il y a des trucs où je bloque. Et donc, je me retrouve dans une salle où il est à l'autre bout du monde, là. Moi, je suis à l'autre bout de la table qui fait, je sais pas combien de mètres. On imagine. N'oubliez pas que je lis sur les lèvres. Oui, c'est compliqué. Comment je fais pour voir les Ouais, lèvres d'Alain c'est Juppé? C'est compliqué. Et en plus, on me demande un truc que je ne sais pas faire, puisque je ne sais pas faire deux trucs en même temps. Sauf dans mon cerveau. Mais manuellement, n'oublie pas que je suis Pierre Richard. Oui. Parler,
stratégie. Et prendre un petit déjeuner, puisque je suis invitée à un petit C'est déjeuner, compliqué, ouais. boire mon café, ne pas le verser sur ma robe comme j'ai fait ce matin, manger un croissant, pas m'en mettre partout. Je sais pas faire. J'ai jamais dû faire des rendez-vous Surtout, t'es avec d'affaires. Alain Juppé. Hein. C'est ça. Et là, j'ai un type à côté de moi qui me parle en même temps qu'Alain Juppé. Il faut que je regarde Ouais, ses c'est lèvres. compliqué. Il me voulait du café, du thé, un croissant. Et moi, je dis, ben, je veux rien, je veux juste essayer de voir ses lèvres, mais je peux pas le dire. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'une fois de plus, comme tu dis, il faut le préciser. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai plein d'anges gardiens, ça c'est sûr. T'as réussi, Qui doivent en être tout cas. épuisés, je pense. Ils changent de job toutes les 5 minutes, ils démissionnent, mais on m'en donne d'autres. Mais pareil, le truc hyper intéressant, il me parle de l'attractivité du territoire. Moi, tout de suite, je me dis, mais il y a tel et tel truc qu'on peut faire. Moi, j'adore voir les opportunités, de voir comment on peut concrétiser ça. Et me vient l'idée de me dire, moi, j'adore les stratégies d'alliance et les partenariats, les complémentarités. Et si tu veux, je me dis, son truc pour qu'il marche, il faut que ce soit à la fois attirer des investisseurs étrangers, mais qu'on fasse des partenariats intelligents. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, on leur dise, pas seulement bienvenue, etc., mais en plus, on va faire des choses avec vous, c'est-à-dire que vous, ce que vous nous apportez comme compétences, on peut accompagner du coup des boîtes du territoire grâce au réseau de ces gens-là, à leurs connaissances, les valoriser, etc. Et de là, je crée un réseau à l'international, d'abord de femmes, parce que je me sentais plus à l'aise, en me disant, mais on connaît tous plein de trucs, pourquoi on ne se réunirait pas pour en parler? Et je crée un premier réseau de femmes, pas du tout comme il existe maintenant, mais en disant, même pour échanger un hôtel, même pour échanger je sais pas quoi, tu vois, quelle banque d'affaires, Ouais, un réseau. quel est le type spécialisé sur, je sais pas, le textile en Inde ou sur l'orthopédie en Asie du Sud. Enfin bon, s'échanger des infos, etc. Et puis dans un circuit bienveillant, sécurisé, etc. Mais du coup, je le modélise en me disant, mais en fait, on peut en faire quelque chose d'hyper intéressant. Et de là, je me dis, bah, j'avais ma vie de famille. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que mes 2 petites filles étaient en situation de handicap. Le même handicap que toi? Alors, différent. Ma première, on arrive à Paris, donc elle est en Corse. Donc, elle allait donner à manger aux poissons à la sortie de l'école. Elle vivait pieds nus à la plage, etc. Elle arrive à Paris, il pleut. Il faut mettre des chaussures. Ça va montrer. Et son papa travaille, alors que je travaillais pas en Corse. Hein. Je mangeais et je végétais. Je reprenais des forces et je réfléchissais. Et donc, elle tombe en dépression. Et donc, je me dis, bah, c'est moi, c'est le rythme, c'est ceci, etc. Elle faisait des cauchemars, elle voulait mourir, elle avait 4 ans. 4 ans. À 4 ans, elle t'a dit qu'elle voulait mourir? Oui. Gloops. J'étais entre-temps, donc j'étais tombée enceinte de la 2e, pareil, improbable. Donc je vais à l'hôpital, je dis, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Parce que j'ai jamais été réglée ni rien, je perdais du sang, je dis, je dois avoir un truc qui va. Oui, ben, vous êtes enceinte, vous faites un décollement du placenta. D'accord. Je dis, encore? Je dis, génial. Non, j'étais trop contente, mais du coup, voilà. Et donc, je me dis, pareil, l'arrivée de la 2e, enfin, tu vois, Compliqué. je mets ça sur plein de choses. Et puis, je creuse, parce que j'aime bien comprendre, tu l'as compris. Et à Necker, la pédopsychiatre qui s'occupe de ma Camille, je m'ennuyais à mourir, parce que je l'emmenais tout le temps en consultation à Necker. Et moi, il fallait que je bosse, il fallait que je m'occupe, il fallait que... 1, par passion, et puis 2, parce que c'était long psychologiquement pour moi de me dire comment ça se passe, etc. Et un jour, on discute avec la pédopsychiatre, elle me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, bah, je fais de la stratégie internationale. Elle me dit, bah, génial. Elle me dit, nous, on cherche des financements en Europe pour faire des études, réaliser des études, etc. Vous pourriez pas nous aider? Je dis, ok, mais vous m'aidez pour ma fille. D'accord. Donc, elle m'ouvre des études, du CNRS, de machin, de toutes les associations, etc. Et en fait, on me dit, un jour, en fait, votre fille, elle est en dépression parce que elle est, comment on dit, la première fois, on m'a dit, elle est... c'est précoce. On dit, elle est intellectuellement précoce. Je dis, ok, ça veut dire quoi? Elle dit, ben, en fait, elle est hyper intelligente. Machin. Je dis, elle a de la chance parce qu'avec la mère qu'elle a, elle a eu du bol de ne pas être comme moi. Et ils me disent, en fait, le problème, c'est qu'elle cogite à des choses qui sont trop lourdes pour elle. Voilà pourquoi elle disait qu'elle Et voulait donc, elle a mourir. des Ok, stress, elle a des... d'accord. Intense. Elle voit bien qu'il y a des problématiques qu'elle a 4 ans qui sont graves, qu'elle ne pourra pas résoudre.
Et en plus, elle ne se reconnaît pas dans ce monde-là, elle est en décalage complet. Et effectivement, elle m'épuisait, dans le sens où, à 6h du matin, Camille, je t'aime, ma chérie. J'ai dit que j'avais pas dit que j'allais parler de toi, je ne le savais pas. À 6h du matin, donc je travaillais à Paris, il fallait se lever tôt, j'avais les 2 gamines, etc., on est à la crèche. Camille arrivait avec son mastermind. Je dis, Camille, elle me disait, oh, on parle de la moelle épinière, de machin. Tu vois, il est 6h du matin, elle a 4 ans, tu dis, Camille, t'es gentille, mais pas maintenant, je bois mon café. Et quand je lui disais, d'où t'as entendu parler de ce truc-là, etc., elle me disait, bah, je le sais. Camille, t'as 4 ans, tu le sais pas, tu l'as appris, t'en as entendu parler et tout. Donc, presque, je la punissais en lui disant, arrête de mentir. Là, t'as compris que c'était qu'elle avait un esprit. Non, moi, je me disais, elle ment, elle raconte n'importe quoi. Non, mais quand le médecin t'a dit, quand le médecin me dit ça, Stéphanie, qui est la fille la plus intelligente du monde, dit au pédopsychiatre, ok, pas de problème, puisqu'on résout toutes les problématiques chez Stéphanie Gâteau. Hein. Je dis, on fait quoi? Comment ça se guérit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, non, vous n'avez pas compris. Elle fonctionne comme ça, elle est calibrée comme ça. Donc, ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. Elle sera toujours comme ça. Donc, il faut la stimuler, la nourrir. Son alimentation, elle, pour pas qu'elle dépérisse, c'est pas l'alimentation alimentaire, c'est l'alimentation intellectuelle. Et effectivement, Camille, on trichait à la bibliothèque parce qu'elle avait droit qu'à 10 livres. Et je trichais avec ma carte, celle de mon ex-mari, à l'époque du tout, parce qu'elle allait au bain avec ses encyclopédies, ses machins. Moi, je trouvais pas ça normal, c'était mon premier enfant. Comment tu veux que je sache qu'à 4 ans, on part pas avec 10 livres prendre son bain? Tu vois, et qu'il faut prendre des Playmobil. Moi, elle n'était pas choquante, ma fille. Elle était casse-pied, c'est tout. Est-ce que c'est tout ça qui t'a amené à faire tout ce que tu fais, l'association Peut-être, mais pas tout de suite. Parce que l'urgence, c'était de m'occuper effectivement de la dépression de ma fille. Capucine, qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne parle pas du tout. Et là, je m'inquiète beaucoup. Tu dis encore c'est héréditaire. Je me dis, il y a un problème. Ouais. Et surtout que Capucine, on ne peut pas la toucher. C'est-à-dire que je l'embrasse, elle prend la salive de sa langue, elle s'essuie le bisou de sa propre mère. C'est hyper violent. Ouais, c'est violent. Hyper violent. Donc là, pareil, je remue ciel et terre. J'atterris à l'hôpital du langage à Aubert-Debré. Tout le monde me dit n'importe quoi, elle va parler. Et je me dis, Steph, t'as parlé à quel âge? 21 ans. Donc je ne vais pas lui faire subir toute la souffrance qu'elle a eue comme moi. Donc entre une qui est dépressive et voilà, que je fais accompagner. Hein. Je m'inscris à toutes les associations, toutes les conférences, tous les bouquins, je les achète, je vais voir tous les psys. Je dépense une fortune, etc. Mais je veux évidemment sauver ma fille et comprendre comment elle fonctionne. Et je la découvre du coup parce que je ne comprenais pas. Et effectivement, elle ne mentait pas, elle n'avait pas inventé. Elle a juste 1 million de capteurs qui font qu'elle a plein d'infos que les autres ne captent pas et qui font qu'elle a un petit décalage. Donc je la stimule, je lui fais faire plein de trucs. Alors, Camille, est-ce que c'est tout ça qui t'emmène à faire ce que tu fais actuellement? C'était ma question de base. Est-ce que, regarde, est-ce que maintenant on te voit partout? Tu es sur MeToo? Non, pas tout de suite. Non, parce que j'ai pas conscience de ça. Alors, je suis dans l'urgence. Avance un peu, développe. Qu'est-ce qui t'emmène à ça? En fait, Capucine, donc, trouble du langage. Donc, handicap de nouveau. Mais tu vois, on parle pas de handicap chez moi. Donc, pour moi, Camille n'est pas handicapée. Capucine ne parle pas. Mais c'est quand même du handicap. Et on me dit, en fait, elle ne parle pas parce que vous ne l'intéressez pas du tout. Elle s'en fout de vous, s'il faut, pareil. Donc on me dit, elle est autiste Asperger. Et on me dit, c'est héréditaire. Je dis, bah oui, regardez pas de mon côté, vous pouvez regarder ailleurs, parce que moi, je suis nulle, je suis très bête, donc il n'y a aucune chance que ce soit moi. Moi, je ne me fais pas tester. Je refuse, je leur dis, ça vient pas de moi. Donc tu vois, il y a toujours ce blocage de se dire... refus. Okay. Ah oui, je suis sourde, oui, je suis handicapée moteur, oui, j'ai plein de trucs qui vont pas, mais je me dis pas que je peux avoir une once d'intelligence, quelle qu'elle soit, même intuitive. Et est-ce que tu dirais que c'est le cas de beaucoup de personnes handicapées que tu connais ou pas? Oui. Parce qu'on va un peu généraliser, parce que l'heure, elle avance. Ouais, tout à fait. On va un peu généraliser. Et donc, en fait, du coup, par contre, grâce à mes filles, je m'intéresse au handicap. Voilà, c'est ça que je te demande. Pas au mien, parce que moi, je sais que je suis handicapée moteur et surdité, mais bon, voilà, je me dis, je leur ai peut-être transmis d'autres trucs, mais pas l'intelligence, ça c'est sûr. Donc je me sens pas concernée, mais je vois que c'est un handicap, parce qu'au niveau de l'école,
c'est on me les met dehors, on me dit on sait pas faire ou vous racontez n'importe quoi, elle est surdouée. Je dis non, elle est pas surdouée, elle est en souffrance justement. Enfin, être plus, entre guillemets, avoir un mode neurodivergent, c'est compliqué pour plein de raisons. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, ce côté que j'avais toujours de vouloir aider ou accompagner, Croix-Rouge, etc., là, je m'investis dans tout ce qui est association liée au handicap. D'accord. Et si tu veux, je me rends compte que C'est l'horreur. c'est l'horreur. Parce que je veux que tu craches un peu. C'est pas structuré. Il y a comment dire, je vais pas dire des combats d'ego, mais en fait, tu as l'impression que les gens s'emparent d'un sujet pour se valoriser parce qu'ils sont malheureux ailleurs, qui font rien, mais surtout ils sont peut-être malheureux dans leur vie pro, ou ils n'ont pas de reconnaissance, ou donc du coup, tout le monde se bat pour être le président, tout le monde se bat pour être ceci. Et moi, je comprends pas. Je me dis, on est là pour sauver le monde, pour aider les gens, et on s'amuse avec des petits trucs de dire. Tu me fais rire parce que c'est comme ça avec beaucoup d'associations. Ouais, hein. bon. Donc c'est pas qu'avec le handicap. Donc tu vois, et donc je décide. Pour moi, c'est un cap important, c'est de partir du principe qu'on est tous uniques, tous différents, et qu'on a tous du talent, quel qu'il soit. Mais pour moi, c'est un tournant. Je me rends compte, j'avais vu la diversité des gens à l'international, mais je me rends compte de la richesse et de la diversité de tous les profils. Et il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que donc mes filles, je les mets dans une école où il y a tous les profils et beaucoup d'enfants en situation de handicap. Parce que je veux qu'elles vivent dans un monde ça, tu le dis qui, pour moi, est... Ça, tu le dis pourquoi? Pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent. Parce qu'ils ont un enfant qui a un handicap, il est important de vivre avec tout le monde. Parce qu'il faut vivre dans le monde. Moi, mes 2 filles, on m'a dit il faut les mettre dans telle institution, dans telle école, avec des enfants comme elles. D'accord. Je dis, mais quand elles vont sortir de l'école, elles n'auront pas d'armes, elles n'auront pas de clés. C'est une catastrophe. Tout à fait. Donc oui, c'était dur. Capucine, je sais qu'elle a été dégoûtée, elle qui avait des problèmes, tu vois, de contact et tout. Il y avait des enfants qui avaient des troubles moteurs, qui mangeaient mal, qui bavaient partout. Il y avait Camille qui a appris à dire des gros mots, mais à l'époque c'était compliqué. Elle entendait des gros mots. Il y avait tu sais, tu avais des gens qui avaient des enfants qui avaient des Gilles de la Tourette, qui avaient des bref tout. Mais moi, je trouvais que c'était le plus beau cadeau que je puisse offrir à mes enfants, c'était de les faire vivre avec tout ce qu'il y avait. Et donc, on allait même, je faisais partie d'une association, on allait voir aussi des adultes handicapés le dimanche, dont la famille ne les visitait pas, où il n'y avait pas assez d'aidants, etc., qui étaient en institut. Alors, elles étaient un peu effrayées, un peu mal à l'aise, mais tu vois, entre les SDF, les pauvres, mais donc ça a apporté du fruit aussi après. Mais tout ça, pour moi... Ça, plus ça, c'est ce qui t'a amené à... Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai proposé, mais du bout des lèvres, en disant, mais excusez-moi, tu vois, il y avait des subventions européennes. Je dis peut-être que mes compétences, je peux les mettre, tu vois, de stratège, de construire des projets, de les aider. On m'a mis dehors. On m'a dit, on n'a pas besoin de vous. Alors je dis oui, ça je sais, parce que je ne sais pas faire grand-chose. Non, c'est à cause des dessous. Oui, puis parce qu'il y a plein de trucs cachés, en fait. Et donc, moi, je suis comme une... Alors, je suis très naïve. Non, mais je suis... De toute façon, tu peux me prendre pour une ahurie très facilement. Mais c'est surtout que je me rends compte de choses qui n'ont... C'est pas l'intérêt qui prime. C'est pas les bénéficiaires. Alors, des fois, ils les appellent autrement. Mais ça va pas être les enfants, c'est pas être les personnes en situation de handicap. Je me rends compte de la maltraitance dans les institutions. Plus moi, je commence à en être victime dans le sens où, avec mes problèmes moteurs, etc., de handicap, d'opération, je vais régulièrement dans les centres de rééducation. Et là, c'est un nouveau choc. Les gens sont agréables ou pas dans les centres, gens les gens qui s'occupent de toi? Alors, quand les gens ne savent pas que je suis handicapée et que je vais dans les associations, les gens se comportent bien. Quand je suis dans le centre de rééducation en tant que patiente, là, on me prend pour une demeurée. Alors, je sais que je suis demeurée, mais ils ne sont pas obligés de me le dire. Mais on prend vraiment pour une débile. Quelqu'un qui a travaillé dans la stratégie, c'est pas une demeurée. Ils ne savent pas quand j'arrive. Voilà. Ouais, donc, la première image qu'ils ont, ok, t'es là, donc tu comprends rien, t'es débile, quoi. Donc, je vais t'expliquer la vie, il faut mettre ton truc là, machin. Et on a parlé de beaucoup de choses. Non, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de l'amour, de la sexualité. Ouais, alors attends, justement, parce que là, tu vois, c'est un premier... Alors oui, je parle pas de la mienne, entre guillemets, mais je rentre en centre de rééducation pour la première fois. Et là, je me prends une claque monumentale. C'est effectivement, on te prend
quel que soit le handicap, surdité, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois une femme, un homme, on nous prend pour des demeurés. Ouais. Donc là, je me dis, et en plus, moi, je me prends pour une demeurée. Donc, quand je vois le niveau qui me considère, j'ai envie de dire, mais je suis presque intelligente, arrêtez de dire ça. Quand même, je sais que je suis bête, mais il y a des limites. Je vois qu'on est complètement soumis à leur volonté, qu'il n'y a pas de négociation possible, même si tu leur dis, ben non, c'est pas cohérent, là, votre planning, je vais aller telle salle, alors que je vais à 2 à l'heure, ou que je sais pas. Tu n'as pas le droit à la parole. Tu es impatient, tu te tais. Rien n'est fait pour faciliter... mais t'es complètement... Déjà, pas de responsabilité et d'être dans la démarche. Moi, tu sais que j'adore la co-construction dans la stratégie. J'estime que quand tu es malade, tu dois, en collaboration avec les équipes, tu dois être actif dans ta volonté de guérir ou de te réparer ou de travailler sur ta maladie, même si peut-être c'est voué à l'échec, mais c'est important que le patient, c'est sa maladie, c'est sa vie, alors que là on te dit t'es demeuré. Et en termes général, moi ce que sur la sexualité, savoir, le plus grave. Ce que je veux savoir. Donc je parle pas moi je parle pas beaucoup, tu vois, parce que je suis quand même gênée, c'est la première fois que je suis dans un centre de l'éducation, j'ai 2 enfants, j'ai la honte de ma vie, je me dis je suis nulle à rien. Comment je vais faire pour m'en occuper, etc. Et de là, premier sujet des femmes à qui j'ose parler, on me dit... ça, c'est un vrai problème. Attention, tu vas voir un tel se comporte très mal. Alors, je n'ai pas tout à fait les mots, moi. Mais se comporte très mal avec les femmes. Fais attention, protège-toi, etc. Donc, et là, je me dis... Beaucoup plus de violence. Premier truc dont on parle, au lieu de dire bienvenue, quand on est tu une vois. femme avec un handicap, on subit beaucoup plus de violence. Et là, on me parle. Et je constate les gestes déplacés. Parce qu'on te manipule. En plus, tu es paralysé. Donc, je veux dire, on ne demande pas ton avis. Même le respect de la personne, de la dignité humaine. Moi, c'est un truc qui est hyper important, de respecter les gens. La manière dont on te déshabille, dont on te touche, dont on te manipule, dont on te regarde. Mais alors, vraiment, on te... Enfin... Tu es une chose, tu n'es plus un être humain, tu es vraiment une chose à disposition. Si on veut s'amuser avec ton corps, on s'amuse. Si on veut faire des remarques, on les fait. Il y a des tendances viol sexuel. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Crache, oui, parce que depuis mais moi, les mots, c'est compliqué. Tu sais, de verbaliser je veux déjà. Que tu verbalises parce que... Donc, je vais y arriver, mais... voilà. C'est important. Et si tu veux, je me prends une claque incroyable parce que moi, en plus, je ne sais pas me sécuriser. Je n'ai pas appris à le faire petite. Dans ma vie professionnelle, on ne peut pas dire que j'ai été super bonne non plus. Est-ce que tu peux dire que celles qui ont un handicap, la plupart du temps, justement, elles ne savent pas se sécuriser ? Le problème, c'est que, on n'a pas les clés. Voilà. Tu vois, par exemple, pour les filles qui ont un trouble de l'autisme, on n'a pas les mêmes codes. Moi, souvent, on me dit, mais t'as pas vu, lui, ça se voit sur sa tête, comment il est, etc. Alors que vous... Moi, j'ai pas, tu sais, n'oublie pas, j'ai pas le second degré, j'ai pas les codes, j'ai pas les... Donc... Des gens qui vont faire des allusions, je ne sais pas que c'est une allusion, tu vois. Je vois pas le truc venir. Et en plus, moi, j'adore les gens et je me dis, ils sont pas mal intentionnés. Tiens, justement, on va mettre un truc sur la sexualité. Ouais. Très bien. Justement, sur la sexualité c'est des hyper femmes, important, sexualité. Parce que moi, on m'a beaucoup parlé de ce c'est un tabou. Épanouie et d'être désirée. C'est sans tabou que Laetitia Rebord témoigne de son expérience sexuelle. Aujourd'hui mariée et en couple, elle a à cœur de permettre à toutes les personnes en situation de handicap de vivre pleinement leur vie amoureuse. On peut se dire que le sujet de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap n'est plus tabou, parce que moi je pense qu'on en parle. Maintenant, il faut rendre les choses concrètes. Son histoire trouve une résonance particulière parmi ses auditeurs. 90 adultes venant de différents établissements spécialisés lorrains qui trouvent eux aussi qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à leur épanouissement sexuel, comme l'accessibilité aux lieux de rencontre ou encore le poids de la famille. Mon papa, il m'impressionne. Et j'ai un petit peu de mal à parler de ça avec lui. Pour ceux qui vivent en institution, ils regrettent souvent le manque d'intimité dans des espaces réservés ou tout simplement dans leur chambre. Qui nous laisse des moments intimes sans déranger, qu'on ne soit pas obligé de mettre un écriteau sur la porte, ne pas déranger avec un émoticône vous voyez ce que je veux dire.
La conférence était organisée par l'établissement Les Tournesols à Marly dans le but de faire avancer les débats, mais aussi d'apporter des solutions aux professionnels. C'est possible d'être aimé. Alors, être aimé. Possible d'être aimé. Quand on est dans un établissement, quand tu te rends compte de ce qu'elles sont en train de dire. Et moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues vers moi pour me parler de ce genre de choses, en me disant il n'est pas possible d'avoir une sexualité normale. Des fois, on a besoin de faire appel à des services, à des associations. Alors justement, c'est voilà. là où Par c'est an, vraiment très très problématique parce que il n'y a pas de réglementation. Voilà. Les aidants, alors moi j'en ai été victime aussi. Hein. C'est un marché, les aidants, les centres de rééducation. Il faut dire que c'est un marché. Moi, quand j'ai dénoncé la personne qui s'est mal comportée avec moi, on m'a dit, bah oui, mais on n'a plus assez de prestataires. Donc, ils lui ont fait une couverture. Elle avait défoncé ma voiture, piqué ma carte bleue, etc. Comme quoi, elle n'intervenait pas chez moi ce jour-là. Tu veux dire une attestation fictive? Oui. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments. On ne leur demande pas de casier judiciaire. Il n'y a pas de n'importe contrôle. N'importe qui peut venir dans un établissement comme ça Ah oui, tu vas chez n'importe quel prestataire, tu dis je veux être aide à la personne, ok. Donc c'est juste inadmissible. Il n'y a surtout pas de vérification. C'est-à-dire on ne vient pas te voir au bout d'une semaine pour dire est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'elle vous traite mal? Moi par exemple, quand je suis paralysée, la personne, si elle n'a pas envie de me donner à manger ou de m'emmener aux toilettes, elle va sur le balcon, elle fume sa clope, elle dit ouais je le ferai mais quand j'aurai envie. Et elle te laisse, tu te débrouilles, etc. Il n'y a pas de contrôle, tu vois, en te disant est-ce que ça se passe bien avec la personne. La MDPH, quand elle t'attribue l'aide humaine, ne vient pas te voir pour te dire, si ce n'est pas le prestataire qui contrôle, au moins la MDPH, dire on attribue de l'aide humaine. Donc quelqu'un qui rentre dans le foyer, qui va s'occuper physiquement de la personne en plus. Est-ce que ça se passe bien? Les autres responsables pour moi sont les médecins. Tu as un patient, souvent il est en ALD, quand il a une RQTH, quand il a une maladie, un handicap, etc. Je n'ai jamais eu, j'ai 55 ans, aucun médecin qui m'a dit est-ce que vous avez un problème avec votre handicap? Est-ce que ça se passe mal? Est-ce que vous subissez de la violence? Ça lui coûte quoi? Une fois par an? Est-ce que tu trouves que ça au lieu devrait des vaccins, ça devrait être c'est condamné? obligatoire. Est-ce que tu trouves que ça devrait être condamné? Ça devrait être condamné et obligatoire. Et en plus, quand j'ai été victime de violences pendant le confinement, j'ai dénoncé les violences à mon médecin traitant. Oui. Quand il a été interrogé par le commissariat, monsieur a eu un droit de réserve pour ne rien dire. Oui. Ils ont le droit. C'est inadmissible. C'est pareil pour la pédocriminalité. C'est le seul à pouvoir témoigner des blessures. C'est inadmissible. On ne peut pas, en cas de violence, il faut lever le droit de réserve. Sinon, on a qui? C'est pas celui dont on est victime de violence qui va dire « Ah bah oui, effectivement, j'étais violent avec elle ». On est, par notre handicap et notre dépendance, on est la plupart du temps avec notre agresseur. On est en huis clos. Quand on arrive à se confier, moi, c'était l'infirmière. L'infirmière, elle a dit, je m'en lave les mains. Le médecin, il n'a pas voulu témoigner. C'est pas mon agresseur qui a dit, bah oui, effectivement, je me suis mal comportée avec elle. Tout à fait. Donc, il faut une loi et il faut le lever et il faut qu'il y ait des obligations de questionnement. Et c'est pour ça que toi, tu te bats pour ça? Alors, justement, à travers, que ce soit Andiro de la start-up ou que ce soit le hashtag #MeTooHandicap, c'est pour dénoncer les violences, puisque les femmes en situation de handicap sont les plus exposées à la violence. Et de multiples formes, intrafamiliales, au travail, y compris dans les instituts. Ça peut être des aidants professionnels, des aidants médicaux, des aidants amicaux aussi. Mais toutes les personnes, il y a une multiplicité des violences qui n'existent pas chez une femme, entre guillemets, il y a une classique. autre violence, celle qu'on vient d'entendre. Et la violence, c'est le besoin d'amour, le besoin de sentiment, le besoin d'être touché. Et d'être respectée en tant que personne dans toute son... Et elle revendique le droit à la sexualité. Alors, pour moi, il y a deux choses importantes à propos de la sexualité. Un, c'est que même si on est en 2023, que les choses ont évolué, donc j'ai 55 ans, moi, les 3 fois, on m'a dit, vous n'allez pas transmettre votre handicap, on m'a demandé d'avorter, ce que j'ai refusé. Les 3 fois. Et tu me l'as dit tout à l'heure. Donc ça, en termes de sexualité, dire à une femme handicapée, ben non, en plus je ne pouvais pas en avoir, normalement ça ne marchait pas. Donc quand j'étais enceinte, moi, quand je suis allée faire l'échographie, j'étais trop contente. On me dit, mais non, vous êtes complètement inconsciente, etc. Donc on nous accuse de dire, bah oui, vous êtes déjà handicapée, vous allez vous multiplier. Non, mais moi, vous allez créer d'autres handicaps. J'appuie surtout sur donc, le fait de se dire,
d'avoir envie d'être touché. Mais en plus, il y a effectivement un rapport au corps qui est compliqué, puisqu'on sait qu'on est soit mal fichu, soit Voilà. moche, soit tordu, soit je sais pas quoi. On n'est déjà pas très fiers de nous. Alors, est-ce que tu es d'accord avec les associations qui viennent, par exemple, où il y a des gens qui viennent comme un peu travailler du sexe, mais pas par rapport Moi, dans le domaine médical, en fait. Oui, mais c'est pareil, il faut légiférer. Parce D'accord. que la principale chose, et c'est ce dont je voudrais parler dans toutes les thématiques qu'il faudrait explorer avec MeToo Handicap, c'est que on a affaire à de la vulnérabilité, donc on a affaire à des profils pervers qui se positionnent sur des Tout à métiers fait. où ils ont accès à des personnes vulnérables. Tout à fait. Ça peut être de l'abus de confiance, abus de faiblesse, de la Tu violence. voudrais que ça soit encadré, viols. en fait. Il faut répondre à tous les besoins. On a besoin de les manger, demandes. besoin de sexualité, besoin de Donc travailler. ça te choque pas? Pas Donc du c'est- tout, ok, c'est normal. C'est ce que je voulais Pour moi, savoir. c'est des besoins humains. Ok. Par contre, ce qui est inadmissible à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de cadre sur tous ces sujets. Le premier truc qui est juste délirant, c'est que les femmes victimes de violences sont les plus exposées à la violence. Ce sont les moins protégées. Il y a absolument, c'est un angle mort des politiques publiques, c'est une véritable omerta, personne ne veut mettre les pieds dans le plat, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a même pas, il y a rien, Ça intéresse pas. il n'y a rien, ça n'intéresse pas. Voilà. Trash. Alors qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que violence et handicap, c'est forcément mêlé, on le voit avec les guerres, on le voit avec tout ça. Une femme qui subit de la violence crée du handicap. Son organisme, malheureusement, ça peut être physique, psychologique, ça peut être des effets secondaires, entre guillemets, mais ça peut être parfois des cancers, ça peut être... Mais le corps a besoin d'exprimer toute la violence qu'il a subie. Donc, tant qu'on ne traitera pas violence et handicap, ces deux thématiques-là, et qu'on n'accompagnera pas, et surtout, autre chose, tant qu'on n'est pas tous ensemble à dire oui, moi je m'occupe des femmes ceci, moi je m'occupe des femmes cela, on fait toutes de la poudre de perlimpinpin. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne soit pas, on parlait de sororité tout à l'heure, il n'y a en aucune parle beaucoup. sororité. Alors, crash, il n'y a aucune Moi, sororité. toutes les associations, les fondations que j'approche me disent « Ah, mais nous, on ne fait pas les femmes en situation de handicap. » Je dis « Ok, donc vos sœurs, on s'en fiche De complètement. » toute façon, même si ce n'est pas les femmes en situation de handicap, même pour les femmes victimes de violences, la Déjà. plupart des associations s'en servent. Exactement. Comme certains plateaux s'en Tu vois, servent. moi, à part des femmes que je trouve magnifiques, comme Sophia Sed, comme Anne Lorient, qui s'occupe des femmes SDF, comme... je veux dire, Sophia 7 est venue ici. Oui, bah. Un crash t'emmène. et auprès de qui je pleure toutes les 5 minutes parce que je me désespère et je me dis, j'y arriverai jamais à faire bouger les lignes. Mais moi, j'y vais en plus en apportant... mon métier, c'est effectivement être stratégies. lanceuse d'alerte, D'alerte. mais de trouver des solutions. Donc j'arrive à chaque fois pour co-construire, pour proposer soit des projets de loi. Je me suis engagée auprès de la PHPP. J'ai été voir les ministères, les ministres, Et tu les continues. sénateurs, Tu continues. etc. Il n'y a rien qui bouge, tout le monde s'en fout complètement. J'ai été voir Il y les a des gens, fondations, les il y a des mécènes. gens qui te font des promesses. Il y a des et gens qui- qui me et font qui- des qui les tiennent promesses pas. et qui les tiennent pas et qui me lâchent au dernier moment en disant non, mais on vous soutient au niveau réseau, au niveau fonds, au niveau financement, etc. Parce que ce qui est grave, c'est qu'il n'y a aucune étude, à part celle de l'ONU en 2018, qui dit que 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences C'est au important. ça. quotidien. 80%. 80% au domicile, sur leur trajet, sur leur lieu de travail, par la famille, par leur conjoint, par les aidants, par... Elles ne vivent que la Et violence. surtout que quand elles sont sous violence comme ça, elles sont souvent otages. Parce qu'elles Alors- ne peuvent pas s'échapper. Alors, ce que je voulais Voilà. dire à l'important, Crash. c'est que on ne peut pas s'échapper. Pendant le Covid, on va à la pharmacie. Ok, je suis en paralysie, je suis dans mon fauteuil roulant, on est confiné, je fais comment pour aller porter plainte à la pharmacie? Tout à fait. Enfin, je veux dire, il faut prendre les gens pour des ahuris. Et maintenant, ça a changé. Il y a Oh, des de applis. 9h à 17h. On sait que les violences ont lieu la nuit. Je veux dire, on n'a pas à l'air. En plus, moi qui suis dans les nouvelles technologies, sur l'innovation technologique, en 2 secondes, gratuitement, on monte un programme, une appli, on la déploie partout gratuitement en France, elle est accessible à tous, même pour les sourds, muets, tout ce qu'on veut, etc. Ça n'existe toujours pas. Mon projet en Road, c'est ça, c'est d'avoir une appli pour dire au secours, quel que soit le... Et Si, même il y a reconnaissance l'appli vocale. Elle avec Diarita. Il y a Diarita que j'ai Oui. reçu ici qui a fait une appli. Oui. Attention. Et Ça, donc, tu il y vois, en je a voulais un même peu de la plus. reconnaissance vocale parce que moi, celui dont j'étais victime de violence pendant le confinement, il avait fini par me piquer mon téléphone. Donc, il fallait que j'ai un mot-clé. Donc, tu vois, tous ces Compliqué. scénarios, j'ai Ouais, essayé de les compliqué. imaginer en me disant,
toutes les situations dans lesquelles on est, on doit pouvoir alerter. Sauf que derrière, si tu n'as pas de fonds, tu ne peux pas créer un service disponible à H24 pour recueillir les témoignages, pour aider, pour accompagner les victimes. Parce qu'en plus, dans le handicap, c'est compliqué. Mais, en plus, là où c'est le plus compliqué pour le handicap, c'est pour libérer la parole. Et c'est pour ça que j'ai créé le compte Insta, #MeTooHandicap. Parce qu'un jour, une ministre m'a dit « les femmes handicapées, c'est de leur faute, elles n'ont pas su se saisir de la vague MeToo parce qu'elles sont handicapées. » Voilà. Donc nous, on ne sait même pas se servir des réseaux. Donc du coup, c'est pour ça que le nom vient de là. J'ai dit, on n'est quand même pas plus stupide que les autres. Donc je mets ce nom-là, qui ne m'appartient pas, mais bon, c'était le clin d'œil, histoire d'avoir à répondre. Ce que je veux dire qui est très grave, et tout le monde le sait dans toutes ces sphères-là, c'est que les femmes en situation de handicap ne peuvent pas parler. Pourquoi ? Si elles dénoncent leur bourreau, moi je dénonce mon médecin qui se conduit mal. Plus aucun médecin ne voudra me prendre en charge. Il aura peur qu'au moindre geste, la moindre parole, un kiné, une infirmière, je ne sais pas qui. Donc, qu'est-ce que tu dirais Donc on ne peut pas parler. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut Parce changer ? que c'est le choix entre la rupture de soins, dont tu as besoin pour survivre quand tu es Alors, handicapé. qu'est-ce qu'il faut changer ? Déjà des outils. Premier truc, c'est tu équipes quelqu'un qui est vulnérable, que ce soit la MDPH, que ce soit le médecin, tu dis ok, H24, vous avez cet outil. Ça peut être le bouton mot shérif, ça peut être n'importe quoi. Mais enfin, il faut que ce soit inclusif pour les personnes handicapées, etc. Et c'est d'où l'idée. Donc, au secours, si vous connaissez des gens, des fonds, des mécènes. Voilà, des mécènes. Mon appli, elle est prête, elle est gratuite. Il faut juste la déployer. Mais je veux dire, mais c'est... Voilà. Il faut donner, c'est la population la plus exposée à la violence. L'urgence absolue, c'est de les sécuriser. Il y aura toujours des monstres, il y aura toujours des pervers. Donc, il faut un moyen de dire au secours et légiférer. Et vérifier l'entourage, etc. Des monstres, c'est vite dit, ce sont des hommes, ce sont des aidants, ce sont des frères, ce sont des... c'est un peu tout le monde. Hein, c'est des monstres. Voilà, oui. Quand même. Ils ont des plutôt mal. Oui, ils ont des attitudes monstrueuses. Mais oui. Si on dit monstre, c'est comme si on leur... on faisait comme si c'était pas existant. Alors oui, tu as raison. C'est leur attitude. Parce que par ce contre, sont des humains. Déjà. Ce sont des êtres humains comme toi et moi, sauf que leur attitude est monstrueuse. Leur attitude est monstrueuse, leur acte est monstrueux. Voilà. Mais tu fais bien de le dire. Voilà, pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ce sont des gens adorables. Le mien servait le café au kiné, servait le café, faisait des petits gâteaux à l'infirmière. Voilà. Tout le monde me disait la chance que tu as, elle est tellement gentille. Voilà. Et on me disait mais c'est pas grave. Hein. Bon, d'accord, et peut-être qu'il te fait un peu de mal, mais sans lui, tu ferais quoi ? Ce sont des gens comme tout le monde, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Exactement. Donc tu as exactement dit ce qu'il fallait. Par contre, on va passer à la partie information, parce que tu as vu, le temps défile. Hein. Alors, c'est... Help. T'as vu, tu pourrais rester longtemps ici. Oui. Alors, la partie information, je voulais juste parler de ce qui se passe en ce moment, des attentats, de la haine qu'on retrouve un peu partout, qui touche à tous les domaines. Et je t'en parlais toutes un les peu sphères, avant l'émission. Même professionnel. Moi, j'ai des témoignages de femmes. Voilà. C'est une catastrophe qui n'osent plus aller sur les réseaux. Et pourtant, on est sur du LinkedIn. On n'est pas sur du, je sais pas quoi, TikTok, je sais pas quoi, etc. Parce qu'elles reçoivent des messages de haine par leur religion, par leur nom, parce que je sais pas ce qui leur est tombé, ou parce qu'elles ont osé parler peut-être d'un sujet. Tout à fait. Il y a des gens aussi qui sont blacklistés. Alors, il y a des gens qui sont blacklistés. Il y a des gens qui ont travaillé avec des femmes victimes de violences, qui ont fait des actes qui étaient plutôt élogieux, et qui maintenant se sont braqués par rapport à certaines religions. Et du coup, on fait un tri. C'est inadmissible. Alors que ces mêmes personnes ont fait des belles choses, des belles comédies musicales. Moi, je suis et c'est à ne rien comprendre. La haine a pris le dessus. Moi, c'est incroyable. Ça me fait très peur pour deux raisons. Oui. Je vais essayer d'être courte, mais de faire comprendre. Je fais de l'international et donc de la diversité, que ce soit dans le handicap depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu autant de haine. Oui, jamais. Alors qu'on aurait dû avancer. Je te parle d'artistes, là. Oui. Alors, tu t'imagines. Donc, moi, ça me fait très peur. Voilà. Et pour que moi, ça me fasse peur, si tu veux, avec tout ce que j'ai pu voir dans le monde... Quand tu enlèves des personnes parce qu'elles sont de confession musulmane, tu dis beaucoup, alors que tu parles des violences faites aux femmes et que tu fais des choses soi-disant pour aider la cause. Là, ça commence à être on marche sur la tête. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais été dans une société aussi violente, avec des outils aussi violents. La tech est responsable de cette violence. Elle crée au quotidien des outils discriminants pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap. On n'a jamais vu autant de violence. Le Haut Comité à l'égalité les a dénoncés.
tout le monde le sait depuis des années, on ne fait rien et c'est de pire en pire. Je veux dire, le harcèlement sur les réseaux, les gens qu'on pousse au suicide, etc. Mais moi, je veux vraiment rester oui, sur le racisme. Mais ce que je veux dire, c'est c'est qu'on a les moyens, avant, pour atteindre une personne. Tu avais à la rigueur le téléphone ou tu avais au coin de la rue ou à la sortie de l'école. La tech, le fait d'avoir des outils, des réseaux numériques qui rendent accessible la personne en direct, tu vois, de laisser des commentaires haineux, je veux dire, ça fait, mais c'est une horreur. Mais là, quand je te dis que les artistes, que même certaines avocats, je ne vais pas les citer, non, mais bien sûr, c'est pas la peine. Sont victimes parce qu'elles sont de confession musulmane. Je te dis, c'est incroyable en France voir ça. Alors moi, je fais un big up. Moi, je suis universelle. J'ai dit ici, je ne prends pas la haine. Je ne suis ni contre les musulmans, ni contre les juifs. D'ailleurs, je fais un big up à Dave Usan. Ni contre les cathos, regardez, elle m'a accueillie. J'ai eu plein d'amis juifs dans ma vie, j'ai plein d'amis musulmans. Je pense qu'un homme, c'est un homme. Et que voilà, on a tous le sang rouge, comme je dis à chaque fois. La diversité. Et la richesse de la diversité, une fois de plus. Et heureusement, parce que ici j'ai parlé avec Caroline Ida de la paix, de la Palestine, de ce qui se passait en Israël, et j'ai eu des retours un peu négatifs. Et je me dis, mais où allons-nous? La haine engendre la haine. Bien sûr. Alors moi, ce que je voudrais dire, puisque le sujet aujourd'hui c'était les violences, c'est que même dans les entreprises, la discrimination, c'est une violence. Tant qu'on n'aura ni égalité ni paix, tant qu'on n'aura pas éradiqué la violence. C'est impossible. C'est une formule mathématique. Mais là, on est en plein dedans. Et là, on est en plein dedans. On est en train de tout exploser. On fait des amalgames. Exactement. On fait des amalgames. Il y a des musulmans qui ne sont pas surtout, pratiquants. Quand tu penses que quelqu'un qui fait des comédies musicales fait un tri, alors qu'il est avec des associations pour les victimes de violences par rapport aux confessions et à la religion, c'est inacceptable. Là, où ça a du mal à rentrer dans mon cerveau, surtout avec tout ce que je fais depuis des années, c'est que pour moi, je me bats pour l'égalité et pour dire un être humain a la même valeur qu'un autre être humain. Et qu'il n'ait pas un boulot génial, qu'il soit mal habillé, qu'il n'ait pas la même religion. Je ne tolère pas que l'on puisse dire celui-ci vaut plus que celui-là pour telle et telle raison. C'est inadmissible, c'est inentendable, on est dans la violation des droits humains, du respect humain, et c'est tout ce que je combats, tu vois, depuis des années. Et je me dis, qu'est-ce que j'offre en ce moment à mes enfants? La proposition de vie qu'on leur offre, c'est quoi ce monde qui est devenu complètement fou? Et je me dis, ça veut dire que quelque part, il y avait quand même beaucoup de choses en surface. Tout à fait. Je le dis depuis plus de 4 ans et demi ici. Voilà. Donc, parce que si on en est là, c'est que ça existait. Le temps, il passe. Alors ici, il y a une thématique, la thématique des baies. J'aimerais que tu me dises des baies. Alors, des baies, la thématique des baies, tu vas comprendre. Est-ce que ton âme, tu la trouves plutôt banlieusarde, bourgeoise, parce que tu aimes les bonnes choses, bohème ou bof la terre? Tu te trouves plutôt comment dans l'âme? Bohème, j'aime bien. Bohème. Ouais. Ouais. Bobo. Ok. Ah ouais, vraiment. Je vais faire ta dédicace parce que le temps file encore une fois et puis après on continuera sur la lancée. Alors Stéphanie Gâteau, tu corresponds à ce qu'il y a de plus beau. Tu t'investis pour faire reconnaître un mal-être édifié par cette société. Car oui, les personnes handicapées sont stigmatisées. Tu pars au combat comme un seul. Ta voix, ta conviction, ta revendication, ta dignité pour toutes les personnes impactées par le sujet. Sans blabla, tu affirmes, tu confirmes, tu maintiens, nous sommes là. Tu entraînes avec toi des gens de tout horizon. Stéphanie Gâteau, avec MeToo Handicap, tu tiens le flambeau. Donc bravo à toi. Elle pleure bravo pas. Pour ce que tu fais. Non, mais tu as une force. Merci, je voulais que tu sois là et je t'avais promis et je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Merci, parce que tu vois, personne ne veut parler de ça. Mais oui, mais non. Voilà, on est là. Donc, et tu pourras revenir quand tu veux dans Crash ton venin. D'ailleurs, je voudrais que tu continues à parler de MeToo Media. Je t'ai dit, je te laisse la fin. Et je pense et puis de développer justement, parce que du coup, j'en reviens pas que je T'aurais pu rester 1 heure, je te dis. T'aurais dû mettre la pendule là. Non, mais parce que c'est un sujet, on a parlé de la sexualité, mais il y a plein de choses et des différents handicaps.
Tu vois, le fait que... Il y a les handicaps visibles et ceux qui ne se voient pas. Alors, on Et n'en quand a pas t'es parlé. une femme- Regarde, Et attends, Stéphane, j'ai l'air à peu près normal. Voilà. Quand on ne sait pas tout ce que j'ai l'air à peu près normal. Et tu vois, et les blessures aussi qu'on te dit. On te dit, moi, on me prend pour une menteuse. Mais vous n'allez pas me faire gober que vous êtes handicapé. et t'as pas parlé des Ou femmes. alors on me dit, pour une handicapée, vous prenez bien soin de vous. Hein. T'as- Je dis, pourquoi je ne prendrais pas soin de moi? T'as pas parlé des femmes handicapées et qui n'ont pas d'enfants. Parce que aussi les allocations. Tu sais, hein, ça aussi c'est un problème. Hein. Tu vois ce que Là, je veux vais dire. replorer, Hein. hein. Oui, non mais on n'en a pas parlé. Ah ouais, Il aurait parce que, fallu tu une heure de vois, plus. Hein. Mais Parce on que peut, je peux. Quand je tu peux es revenir, hein. handicapé, Ouais, parce à que- plus de 80% et que tu n'as pas parce que d'enfants, moi, je suis à plus 80%. voilà, tu touches pratiquement rien. Bah, mais tu as rien. des enfants, toi. Ouais. Tu vois un peu comment c'est complexe pour une Ouais, femme. c'est hyper dur. Et Ça puis, tu peux que rentrer que Et être puis, une attends, victime. Hein. j'ai pas parlé Ouais. de l'absence de foyer d'urgence quand tu es victime de violence. Personne ne peut t'accueillir. Il n'y a pas de foyer d'urgence pour Tu vois. accepter les femmes handicapées parce qu'ils n'ont pas de soins sur place. Donc, ils n'ont pas le droit. Si tu accueilles, comme il y a rupture des soins, ils sont dans la merde. Donc, tu as la rue. Donc, moi, je suis restée 3 ans à la rue quand même. 50 colis alimentaires parce qu'il n'y a rien. Ça, c'est On incroyable. est en 2023, il n'y en a pas un seul. Ça serait au moins un site pilote, tu vois. Mais non. Et il n'y a pas d'argent pour ça, on s'en fout. Tout le monde le sait, j'arrête pas de... Enfin, de l'argent, il y en a. Hein. Oui, mais oui. quand ça intéresse. Mais tu vois, ça aussi, alors, faire la liste de... Tu vois, je reviens, puis je te fais les 10 points sur lesquels... Tu c'est reviendras. inadmissible. C'est inadmissible. Enfin, je veux dire, on te dit, bah non. Donc le commissariat dit, bah, il n'y a pas de place pour vous en foyer, on ne peut pas vous prendre, donc c'est la rue. Et même quand tu es une femme handicapée pour pousser la porte d'un commissariat. Ne serait-ce que ça, en fait. Bah déjà, tu n'es pas accompagné. Oui. Tu n'as même pas ni la langue des Crash. signes, ni rien du tout. Moi, on m'a même pas... À 80%, j'avais ma carte et tout. On ne m'a pas considérée comme personne vulnérable juridiquement. D'accord. Je n'ai pas été considérée comme handicapée. Et tu sais pourquoi? Ça les faisait chier. Je pense qu'ils n'ont pas envie, ils vont au plus simple. Moi, ils avaient bâclé ma déposition, heureusement que je l'ai relue. Mais quand tu es fatigué, que tu es éprouvé, je comprends que tu es aussi... Je me suis pas fait avoir la deuxième fois, mais la première fois, je dis, mais en plus, elle parlait vulgairement et tout. Je dis, mais j'ai jamais dit ça, moi. La nénette, elle avait mis ça à l'arrache. Pas du tout concernée. Enfin, tu devrais avoir l'obligation, tu as le droit. Tu as une personne vulnérable, ok, tu appelles un avocat qui est au moins un peu formé, expérimenté. C'est ce que tu Tu vois. souhaiterais. Ah ouais. Mais c'est pour ça que j'ai au niveau les... En fait, c'est comme dans tout projet. Si tu n'as pas un cadre avec des moyens assortis, pas que financiers, mais des outils, tu vois, quelqu'un qui traduit, qui fait de la langue des signes, quelqu'un qui, au moins que le commissariat soit accessible. Si tu peux pas rentrer dans le bureau, tu la C'est ce que déposes je te comment? disais tout à Tu l'heure. vois, ou que des gens viennent à toi, qui soient formés, des gendarmes, ou j'en sais. Et je suis sûre que c'est faisable. Mon métier, c'est vraiment la stratégie et la faisabilité des projets. Les rendre réalistes, réalisables. Tu sais, en fait, ce qui t'énerve, c'est que tu sais que c'est faisable, mais Mais que oui. tout le monde s'en fout. En fait. Mais exactement. Crache-le, Mais c'est voilà. ça qui m'énerve. On a l'argent, on a les cerveaux pour le faire, on a les réseaux. Genre, si on s'y mettait toutes, Si on entre était nos soudés. compétences, entre nos réseaux, entre nos différentes expériences, entre les talents de chacune. Et c'est pour ça que le fait de dire, bah non, on est tous dispersés. Ah bah non, on ne fait pas le handicap. Ah bah on ne fait pas les femmes ceci, on ne fait pas les femmes cela. Puis, Mais non. par contre, on fait les grands galas. Mais par contre, on fait les grands à galas 1500 à euros. 1500 Là, euros. Et ça, là, il par faut le dire contre, aussi. c'est cautionné par tout le monde, tous les politiques, tous les grandes formations. Et pendant ce temps-là, on a des gens qui crèvent dehors. Tu vois, je parlais d'Anne Lorient, je ne dirais pas l'événement auquel je suis allée l'année dernière, Oui. où on célébrait les femmes, les porteuses de projets femmes, etc. Tu vois, Anne, ou je pourrais citer Sophia, ou plein de femmes, il y en a plein que je ne connais pas, qui doivent être géniales, et où elles quémandent pour avoir des boîtes de chocolat pour les femmes dans la rue, et où on t'accueille avec du champagne, avec du caviar, et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? que je fais là? Moi, donnez-moi l'argent, je vais le donner au premier venu, je réfléchirai même pas. T'as une belle âme, c'est ça. C'est juste une question de justesse et de respect. Je parlais de dignité humaine. Comment tu fais? J'ai vu ces femmes sortir ça n'avait pas un autre nom que gala. Sortir en ayant pris, en plus, en ayant reçu des cadeaux, des trucs de luxe, etc. Machin.
Et voir le mec à côté qui crève la faim, moi, après j'ai pris des petits fours, je lui ai donné mes... Mais je veux dire, le pauvre, il se rendait même pas compte de la qualité, mais je veux dire, on vit dans un monde de dingue, et on nous parle d'égalité, de fraternité, de liberté. On comprend. Ça n'existe juste pas du tout. Et en plus, comme tu le dis maintenant, avec cette violence exacerbée surtout, mais je veux dire, c'est encore pire que tout. La solidarité, elle est nulle part. La liberté, ben non, puisqu'on est en insécurité, donc on n'est pas libre de circuler, on n'est pas libre alors de s'exprimer. Heureusement, chez toi, oui.